Hey, good morning, Internet! Vous l'avez sûrement vu sur vos écrans, Sudei, pionnier du développement personnel. Créateur de contenu suivi par plus d'1 million de personnes, auteur, best-seller et conférencier mondial, Sudei s'est consacré à l'excellence, impactant des milliers de vies. Armé de connaissances en psychologie, PNL, psychocybernétique et EFT, il s'est imposé comme un messager de positivité en offrant quotidiennement inspiration et énergie, guidant les gens vers la meilleure version d'eux-mêmes. Dans cet épisode, découvrez comment Sudei utilise son expertise pour débloquer le potentiel humain, faisant de la transformation personnelle une réalité accessible à tous. Tout le monde gagne à trouver ce guerrier en lui. Cette connexion à la version de soi qui est invaincue jusqu'à présent, qui a survécu à tout, qui a réussi à avancer malgré les abandons, malgré les trahisons, malgré tout ce qu'on a pu vivre. Est-ce que tu réalises que la vie n'a pas eu raison de toi? Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Déclic, encore une fois avec un invité d'exception. Sudei, comment tu vas? Je vais très bien, comme je te disais, je suis très heureux de cette invitation et j'ai hâte de ce moment. Écoute, moi aussi, je vais rapidement te présenter comme à mon habitude, créateur de contenu, cumulant plus de 1 million d'abonnés sur tes différentes plateformes aujourd'hui, auteur du best-seller Tout le monde a un mindset, sorti en 2020, c'est plus de 25 000 exemplaires vendus à ce jour, conférencier international, entrepreneur depuis 2010, coach en performance optimale et messager positif. Tu as touché des milliers de vies avec tes messages, notamment grâce à ton exposition sur les réseaux sociaux. Tu guides les gens vers une meilleure version d'eux-mêmes, les aidant à guérir les blessures du passé et s'aligner avec leur essence pour réaliser leurs aspirations futures. Tu es expert de la psychologie. Également, tu maîtrises la PNL, la psychocybernétique et l'EFT. Tu as été formé, on en parlait tout à l'heure, par Tony Robbins. Et tu es l'initiateur du fameux Hey, good morning, Internet! Magnifique. Ouais. Tout commence, du coup, dans ton amour et ta quête vers le développement personnel avec un livre, Trouver son chemin, d'Isabelle Filiosa, en 2007. Donc, tu fais tes premiers pas dans le développement personnel au travers de ça. Qu'est-ce qui fait que cette lecture et les prises de conscience peut-être liées à celle-ci ou d'autres prises de conscience qui viennent et qui émergent créent un déclic et l'amour que tu as pour le développement personnel aujourd'hui? Déjà, merci pour cette présentation. Je trouve qu'elle a été vraiment 360. Vous avez bien fait le boulot. Je ne sais pas qui t'aide à préparer tout ça, mais il faut remercier cette personne. Pour répondre à la première question, pourquoi est-ce que cette lecture a été le premier déclic? C'est que ça a été une lecture de moi-même. Aujourd'hui, je le dis dès que j'ai l'occasion de le dire, un livre, c'est comme un miroir sur soi. Quand on prend le temps de lire un livre, on prend le temps de se lire. Et donc, ce livre où il y avait déjà les concepts vers lesquels j'ai tendu ensuite, donc il y a déjà un peu de PNL, des visualisations, des exercices, la conscience du corps et tout ça, la force de l'imagination. Ce livre-là m'a permis de prendre conscience de moi-même. C'est-à-dire, en fait, tu ressens des choses, tu as des rêves, tu peux donner une direction. Et c'était une graine. Tu vois, réellement, je peux pas te dire, OK, c'est cet exercice-là qui a fait changer je ne sais pas quoi. Mais il y a eu une conscience de ma personne et de ce que je pouvais avoir comme capacité créatrice sur ma vie dès ce moment-là. À partir de cette prise de conscience, du coup, tu te rends compte de cette capacité créatrice, de cette capacité d'impact sur ta vie. Aujourd'hui, ta vie, ton quotidien, il est guidé par ta capacité aussi à impacter celle des autres. On en parlait tout à l'heure, l'humain, c'est quelque chose d'extrêmement important pour toi. Ouais. Est-ce que, dès ton enfance, dès ton plus jeune âge, c'était quelque chose de naturel pour toi que d'aider les autres? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Je suis le dernier d'une assez grande fratrie. En tout cas, j'ai grandi avec 3 aînés, donc un grand frère, ensuite une grande sœur, ensuite un autre grand frère. Moi, j'étais le tout dernier. Et il y a des gros écarts d'âge, tu vois. C'est-à-dire que mon grand frère, le premier, a 16 ans de plus que moi. La sœur qui le suit a 11 ans de plus que moi. Et mon frère, juste avant moi, a 4 ans de plus que moi. Donc, il y a des énormes écarts d'âge. Et donc, le véritable challenge pour moi, enfant, c'était juste exister. Je voulais qu'on me voie, je voulais qu'on s'occupe de moi, je voulais recevoir, je voulais exister. J'avais pas forcément cette envie d'aider. Par contre, en toute petite enfance, voilà comment je décris les choses. Quand je grandis, je prends conscience d'autres choses. J'ai grandi à une époque où il n'y avait pas encore d'injonction quant à la place de la télé dans la vie des enfants. Donc, je regardais tout un tas de séries, de héros. Superman et machin. Et donc, ce rôle du héros mis en avant par la série m'a fait prendre conscience de ce qu'il y avait de bien à aider les autres. Et je me souviens m'être projeté dans ce rôle-là
De me dire, j'aimerais bien moi aussi être Superman. J'aimerais bien moi aussi aider les gens, pouvoir... Et je pense que c'est né là. Et la graine, une fois qu'elle est plantée, elle a toute une vie, tu vois. Il y a différentes phases, on va en parler. Mais c'est né plus dans... après 7 ans, je dirais. D'accord. Avant 7 ans, non. Après 7 ans, oui. Il y a ce besoin, cette envie d'être un héros, d'aider. Mais pas forcément des attitudes qui transpirent cette intention-là. Plus une visualisation d'un avenir dans lequel, ah tiens, j'ai envie d'être un héros, ce serait trop cool. Et justement, dans cette quête d'identité, dans cette volonté de grandir, d'évoluer, ça te fait changer plusieurs fois d'orientation. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même tu quittes l'université pour te lancer dans l'entrepreneuriat. Ouais. Qu'est-ce qui fait le moment décisif? C'est quoi le moment décisif qui te fait prendre conscience que l'entrepreneuriat est une voie royale pour toi pour pouvoir t'exprimer et t'épanouir? Dans le cadre de la première boîte, là, quand je quitte l'université, c'est l'opportunité. Okay. D'accord? C'est-à-dire que je suis étudiant en initiale, donc je dois me débrouiller. J'ai pas de bourse. Je dois me débrouiller. Tu dois demander à ton frère ou aller trouver un boulot. Mais en tout cas, si t'as pas de solution, t'as pas de solution. Et d'ailleurs, j'ai plein de moments comme ça qui ont rythmé un peu mes années post-bac, où t'as tous tes amis qui vont « Allez, on va manger là-bas ». Et toi, t'es là et tu dis « Mais si je viens avec vous, je vais faire quoi, vu que moi, j'ai pas de quoi manger, j'ai pas de quoi manger dehors ». Donc, il y a des moments comme ça qui ont créé une faim. Donc, quand l'opportunité d'avoir plus s'est présentée à moi, j'ai bondi dessus. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été sollicité pour des piges sur un salon en mode marketing direct, donc street marketing, distribution de tracts, animation de stands et tout ça. Vu que je suis une personne qui a toujours voulu aller vers les autres, qui a une propension naturelle à communiquer, et je suis assez avenant, je suis assez ouvert, c'est un job ou une mission qui a parfaitement collé avec mon identité parce que j'ai pas peur, moi, d'aller expliquer aux gens pourquoi mon stand, c'est un stand qu'il faut visiter. J'ai pas peur de dire, au moins, tenez ce truc. J'ai pas peur Et naturellement, je vais vers les gens. J'ai une facilité à connecter, donc à trouver peut-être l'univers qu'on a en commun. En 2-3 coups d'œil, je comprends qu'est-ce qu'il y a. Et donc, j'ai fait une super mission en mode pige, une journée, qui était payée au black. Et l'impact s'est ressenti sur le stand du client. Et le client a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Parce qu'on a eu beaucoup plus de gens sur le stand. Et le mec qui avait la boîte à l'époque est donc revenu vers moi pour dire, mec, ce qui s'est passé, c'est toi. Donc, demain, tu reviens. Et après, demain, tu reviens. Donc, je me retrouve à faire tout le salon alors que je remplaçais quelqu'un. Et donc, tout le salon se finit super bien pour les clients. Et après ça, le mec me dit, maintenant que j'ai trouvé le bon gars qui peut me gérer de l'animation street marketing direct, il faut que je le positionne sur d'autres deals. Et donc, il me positionne sur 2-3 deals. Et à force de payer tout ce qui est précarité, 10% de XY quand tu prends des prestataires en ponctuel, il dit, vaut mieux que tu crées ta boîte. Comme ça, moi, je te fais une facture. Du moins, tu me fais une facture, je te paye ta facture et l'histoire, elle est réglée. Et donc, quand je vois ce que je vais facturer, alors même qu'ils viennent de créer le statut de IRL et tout ça, je me dis, quoi? Donc là, moi, l'étudiant qui n'avait pas d'argent pour aller manger au Quick, là, je vais commencer à envoyer des factures de 700, 800 € pour une journée? OK. Et donc, j'y vais. Et donc, je signe 1, 2, 3, 4 fois. Et à un moment, j'ai l'impression, tu vois, cette chance du débutant, quand elle te prend, tu dis, on m'avait menti. C'est pas si dur que ça, la vie. J'ai déjà craqué le code, en fait. Et boum, et je quitte la fac comme ça. Justement, c'est hyper intéressant. Tu dis, on m'avait menti. Ouais. Et je me reconnais un petit peu dans ça parce que, tu vois, moi, à la base, j'étais pas du tout initié à l'entrepreneuriat. J'étais un cancre à l'école. Je me retrouve à l'usine et c'est grâce à une opportunité un petit peu différente de la tienne, mais finalement, dans le contexte, c'est la même chose, que je me rends compte qu'il est possible de faire de l'argent différemment. Beaucoup de gens, justement, ne se rendent pas compte à quel point aujourd'hui les barrières à l'entrée sont faibles pour pouvoir se lancer. Et pourtant, vont s'en créer des conscientes ou inconscientes et du coup ne pas oser aller de l'avant. J'imagine que ce genre de message te parle et tu en reçois beaucoup. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui se reconnaît dans ça? Je dirais que, en réalité, la seule chose qu'il doit réaliser, c'est que l'échec dans lequel il se projette n'est pas si fatal que ça. C'est-à-dire que créer une boîte et ensuite la boîte meurt, ça va rien changer à ta vie.
Il y a des statuts, c'est cadré, c'est protégé, c'est machin. Donc, si tu peux créer une boîte et pas contracter un prêt de fou malade, parce que bon, si tu contractes des prêts et tout ça, il y a quand même une certaine responsabilité qui va être, voilà, qui va venir avec. Mais ce que je veux que les gens comprennent, c'est le côté, on peut tomber et au pire, on se relève. Tu vois. Moi, c'est ça qui m'a permis de vivre comme je vis aujourd'hui. Et c'est ça qui me permet de continuer à faire les choix que je fais, me permet d'être audacieux dans les choix que je fais. Et quand je m'observe, tous les moments où j'ai changé de réalité, c'était l'acceptation de cette incertitude-là, tu vois, de se dire, soit ça foire, et bon, du coup, ouais, je vais me faire bobo au genou et je vais peut-être tomber, apprendre à faire du vélo, tu vois. Peut-être que je vais tomber, peut-être que je vais me blesser, oui, bon, j'avoue, oui, c'est risqué, mais si ça réussit, je sais faire du vélo, quoi. Eh ben, équilibrez vos visions comme ça. Il y a la possibilité négative que représente l'échec, mais il y a aussi la possibilité positive qu'il y a dans la réussite potentielle, dans l'impact qu'on peut avoir, dans ce qui va devenir possible pour nous si on y arrive. Et pour moi, c'est ça qu'il faut contrebalancer. Et je vais rajouter un petit truc qui va quand même nuancer, même si ça déresponsabilise, et j'aime pas trop déresponsabiliser, c'est qu'on est programmé, qu'on le veuille ou non. Tu vois, on m'avait menti, c'est parce que on m'avait expliqué que la vie, c'est pas facile. Tu peux pas gagner plus d'argent que ça. Et c'est comme ça, il faut aller à l'école jusqu'à ce que tu aies bac plus 5 ou 7 ou je sais pas combien. Et ensuite, tu auras un boulot. Et même si tu fais ça, bah, tu gagneras que 2 000 ou 3 000 euros. Et c'est ça la réussite. On m'avait expliqué ça. Donc, au moment où je quitte la fac, je me fâche avec cette vision-là. En me disant, c'est mort. Vous m'avez pas eu, je viendrai pas dans votre monde. Sauf que qu'est-ce qui se passe après? Le mec qui me donne tous mes marchés. Parce que, à la base, du coup, moi, quand je crée ma boîte, j'ai qu'un seul client. Le mec qui a vu que j'étais un bon en marketing direct. Et donc, erreur de débutant, j'ai qu'une seule source. S'il y a quoi que ce soit qui se passe, c'est mort. Devine ce qui se passe. Lui, dans la façon dont il gère sa structure, il n'y a pas de croissance. Mais c'est un mec qui a du réseau, qui a de la compétence, qui a plein de trucs. Il y a des mouvements qui se mettent en place parce que les réseaux arrivent, donc les boîtes de com changent et tout ça. On lui propose un poste de haut cadre dans ce domaine-là, chef de projet, chef de pôle marketing, de je sais pas quoi. Il voit la sécurité financière d'un mec à qui on va dire maintenant tu gagnes 10 000 euros. Il dit OK, je laisse ma boîte, je signe 10 000 euros. Mais t'inquiète, je te garde avec moi. Quand on aura nos deals, je vais continuer à te donner du taf. Sauf que c'est plus lui qui gère. Et donc moi j'attends et ça vient plus. Sauf que là on est dans une phase où on avait changé de réalité. J'étais sur des marchés qui me faisaient gagner beaucoup plus parce que j'ai fédéré des gens avec des profils correspondant aux besoins du street marketing autour de moi. Ouais. C'était plus juste moi maintenant. C'était moi et quelques potes que je connais qui ont le même genre de profil, qui vont donc avoir de l'impact dans ce type d'opération de communication. Et donc j'avais maintenant des gens qui comptaient sur moi un peu pour qu'on aille chercher cette rémunération-là, cet argent-là. Et à ce moment-là, ça foire. À ce moment-là, le mec n'a plus la main, il peut plus dire oui, je donne le marché à ce mec de 20 piges là-bas, là. Il peut plus. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Comment tu réagis? C'est quoi la suite? Bah, j'espère et j'attends. Ouais. Parce que lui, il se rend compte que j'ai mis ma vie entre parenthèses, parce que c'est lui qui me dit « crée ta boîte ». Tu vois? En réalité, j'aimerais dire « oui, j'ai pris la décision tout seul ». Non. Son intérêt à lui, c'était de simplifier sa gestion, de me faire, de recevoir des factures, de régler ses factures, point. Pas d'avoir à gérer tout ce qu'il y a à côté. On sait très bien que c'est beaucoup plus simple de payer une facture à un prestataire qui se gère tout seul que d'avoir à gérer des URSSAF et des machins et des trucs. Donc lui, il s'est simplifié la vie. C'est lui qui m'a mis sur ce rythme-là. Donc j'accepte d'aller sur ce rythme-là. Il est conscient de ça. Je suis jeune, beaucoup plus jeune que lui. Il est conscient de ça. Mais il n'est pas conscient du fait que ça y est, il a perdu la main et qu'il ne pourra pas me donner les deals qu'il m'a promis. Tu vois? Et donc là, j'arrive dans une réalité où je perds la poule aux œufs d'or, mais je me dis, bon, c'est pas grave, bats-toi, mec. Bats-toi, va chercher d'autres marchés. Sauf que sur papier, pourquoi on me ferait confiance? On n'était pas encore à l'époque de l'influence et des réseaux sociaux, et oui, les jeunes ont compris des trucs qu'on n'a pas encore compris. Là, on était juste à l'époque de, qu'est-ce qu'il veut ce jeune? Va à l'école, va. Qu'est-ce que tu veux à nous dire que tu vas gérer ça? Va à l'école, ne nous embête pas. Va nous ramener un MBA, va nous ramener je sais pas quoi, et là, on va t'écouter. Et donc là, il y a la désillusion. Il y a le côté, bon, bah, peut-être que on m'a peut-être pas menti, j'ai eu un coup de chance. Mais bon, en vrai, il faut la sécurité, donc qu'est-ce que je fais? Je retourne à l'école. Okay. Je retourne à l'école, avec quoi en tête? Bah, la vision qu'on m'avait vendue. Bah, au moins, il te faut la sécurité, va au moins chercher un truc qui va donner 2000 ou 2005 sûr. Parce que même ton mentor, là, ou le mec qui t'a mis le pied à l'étrier, bah, lui aussi, il s'est rangé, là. Donc, fais comme lui.
Et donc, je retourne à l'école dans cette optique-là. Je fais de l'alternance cette fois-ci parce que je veux plus être... je voulais plus avoir à mentir à mes camarades quand ils allaient manger au restaurant en leur disant « Ouais, mais moi, je viens pas parce que je suis en train de suivre un régime par rapport au sport ou je sais pas quoi. » Je voulais plus avoir ce masque. ce masque et même cette incapacité à vivre ce que je voulais vraiment vivre. Je voulais être avec eux, tu vois. Quand tu es à l'école, le groupe joue un rôle énorme pour toi parce qu'on est poli au contact des autres, tu vois. Bref, donc l'alternance et... même pas, qu'est-ce que je raconte? C'est pas l'alternance. J'ai un boulot sur le côté. Je suis toujours en initial, mais j'ai un boulot sur le côté. Je suis caissier. Mais au moins, j'ai une sécurité de maintenant. J'ai de l'argent tous les mois. Bourse ou pas bourse, c'est bon, je veille sur moi-même. Et après ça, maintenant, je bosse en tant que salarié, ok? Mais j'ai pas changé qui je suis. J'ai pas changé qui je suis, j'ai pas changé mon envie d'avoir de l'impact, j'ai pas changé mon envie d'aider, mon envie de grandir. J'ai pas oublié ce que j'ai vécu. Tu vois, la période où j'ai créé ma boîte, où j'ai donné du boulot à d'autres personnes, où j'ai vu plus loin, où j'ai été la solution que les gens n'avaient pas. Parce que tu vois, le fait que je sois venu dans ce salon et que ça ait changé quelque chose, j'ai été la solution que les gens n'avaient pas. Un peu ce Superman que... Tu vois, j'ai été la solution. Et donc, il y a quand même un truc qui s'est passé dans ma tête. Et dans le cadre de mon boulot, du coup, je décide, après avoir maîtrisé les fondamentaux qu'on me demande de maîtriser, d'aller chercher un autre périmètre, parce que je gérais des appels d'offres. Et je décide donc, de mon propre chef, d'aller chercher un autre périmètre, d'aller chercher un nouveau marché, même si on m'a dit, on ne fait pas ce marché-là, mais j'arrive à signer ce marché. Et quand je signe ce marché, je me dis, bon, logiquement, ça va se passer comme ça s'était passé avant. Quand tu viens et que tu apportes, tu es forcément rétribué à la hauteur de ce que tu apportes. Sauf que là, c'était une structure où tout était déjà bien rodé, bien huilé, bien vissé. Et je pense qu'au niveau comptable, peut-être qu'ils attendaient cette exception, ce revenu exceptionnel, mais ça a été absorbé et j'ai pas eu de rétribution. Et ça m'a fâché avec ce mode de fonctionnement. Ok. Tu vois, c'est à ce moment-là où je me suis dit, tu sais quoi, en vrai, si je peux le faire pour vous, je peux le faire pour moi. L'erreur que j'ai faite il y a quelques années, quand je suis revenu au salariat, c'est que j'ai pas continué d'avancer sur la voie que j'avais choisie. Et là, je quitte le salariat et je reviens plus jamais. Ok. Et c'est hyper intéressant parce que finalement, ce step back vers le salariat pourrait par beaucoup, justement, être très, très mal vécu. C'est-à-dire qu'en gros, tu as l'impression de progresser, tu as compris quelque chose, puis au final, non, aux yeux des gens, en plus, tu avais des gens qui comptaient sur toi, tu dois retourner en arrière et avouer que ça a posé problème. À ce moment-là, comment tu le vis, justement, ce jugement, peut-être, ou ce regard des autres, qui plus est des gens qui comptent sur toi? Franchement, ça n'a même pas existé. Ok. Tu vois, il n'y a même pas eu un moment de calcul de je sais pas quoi, parce que c'était de la pige, tu vois. C'est OK, on a une opération avec Scorpio, c'est tel jour, de telle heure à telle heure, ça se passe comme ça, comme ça, comme ça, je vous donne ça à la journée. OK. On a une opération avec Reebok, c'est tel jour, de telle heure, telle heure, telle heure. Parce que, tu vois, les noms que je suis en train de citer, Scorpio, Reebok, Samsung, Coca, c'est vraiment les opérations qu'on a faites à l'époque, tu vois. Et c'est vraiment comme ça que je l'ai fait. Je crée un groupe, je mets les personnes dedans, j'explique, je dis voilà ce qui va se passer, j'ai besoin de tel profil, tel profil, tel profil, voilà ce qu'il faut. Et ça y est, c'est signé, c'est bon, on y va. Tu vois, c'était vraiment en mode intérim. Mais c'était de l'intérim plus parce que c'est un environnement dans lequel on n'avait pas l'habitude d'être. Parce que c'est des festivals, c'est des plateaux, c'est des salons, c'est une énergie. Et je te parle de début de vingtaine, tu vois. Pour certains, ils étaient en dessous de leur vingtaine. Moi, j'étais déjà au-dessus de ma vingtaine. Mais voilà, on est jeunes adultes avant l'ère d'Internet. Ouais. Avant l'ère de j'ai craqué le code d'Internet et je peux gagner de l'argent grâce à X ou Y, Z. C'était une époque où tu veux gagner de l'argent, trouve un boulot où on accepte le minimum de compétences. Donc des boulots alimentaires. C'est pour ça que je parle du fait que moi j'ai été caissier. J'ai également fait de la livraison de pizza parce qu'à l'époque c'était ça. Comme tu me parles de l'usine, c'est la même chose. C'est pour ça que le lien c'est bien de le faire parce que c'est le même rôle que jouait ce type de boulot pour nous à l'époque. À savoir, c'est la sécurité que je peux créer, c'est la garantie que je peux avoir. C'est pas les milliers des cents, mais au moins c'est ça. C'est 400 ou je sais pas combien d'euros sur un contrat de 12 heures. C'est je sais pas combien d'euros sur un contrat de machin. Donc, ces amis-là, qui m'ont fait confiance, étaient déjà contents de venir vivre, pour un beau souvenir que j'ai, l'arrivée du CrossFit en France, tu vois. Reebok, avant qu'ils fassent leur box de CrossFit, avant que le CrossFit devienne démocratisé, avant même qu'ils lancent les seconds CrossFit Games, je crois, ils font une opération de com'.
où ils organisent l'équivalent d'un CrossFit Game en France, on était au cœur de l'organisation. Tu vois, je parlais en direct avec Reebok. Et j'ai vu tout un tas de choses dans ma personne qui avaient de la valeur parce que c'était le pôle de l'Angleterre qui venait le faire en France. Donc, il fallait parler anglais, point. Et Tu vois, à ce moment-là, justement, tu expérimentes pas mal de choses, tu prends aussi de l'expérience, tu te rends compte de tes possibilités, de ton potentiel. Et tu parles souvent du concept d'identité. Oui. Je parle souvent aussi du switch identitaire, cette capacité de pouvoir changer d'identité. Est-ce que tu peux nous en dire plus à propos de ce principe-là? Parce que finalement, beaucoup de gens qui nous écoutent, qui nous regardent, ont au fond d'eux ce potentiel et ont conscience qu'il s'agit de juste créer quelques ajustements dans leur identité pour pouvoir l'exploiter. Comment je visualise ça? Je visualise ça comme un étage. Okay? Qu'est-ce que c'est un étage dans un immeuble? C'est le sol et le plafond. Tu es au premier étage, tu es entre le sol et le plafond. Okay? Si tu es au premier étage, tu n'es pas au zéro. Parce que le sol t'empêche d'aller au-dessous. Si on t'enlève le sol, tu descends au zéro. Tu vois? Si tu es dans un immeuble de 50 étages et qu'il n'y a aucun sol, bah en réalité, c'est très mauvais d'être au 50e étage parce que ça veut dire que tu vas redescendre jusqu'au zéro de façon très brutale. Okay? La logique d'identité, c'est un peu ça. Parce que c'est comme ça qu'on cadre les standards. Le minimum qu'on accepte, c'est notre sol. Le maximum avec lequel on se sent à l'aise, c'est notre plafond. Et le switch identitaire, ou le changement d'identité, ou le level up, comme j'appelle ça, c'est changer le minimum et changer le maximum. Il y a des gens qui ont du mal à changer leur maximum, parce que quand ils accèdent au deuxième étage, ils disent « Oh, qu'est-ce que je fais là ?» Ils regardent partout, ils disent « Mais est-ce que j'ai le droit d'être là ? Est-ce que… » Le changement d'identité fait que tu deviens à l'aise à ce nouveau niveau de hauteur. Mais également, il y a un sol qui fait que tu ne peux pas descendre. Donc, soit on a l'approche des standards qu'on rehausse, donc le minimum qu'on accepte à partir de maintenant. Moi, c'est ce qui a été mon cas. Quand j'ai fini de prendre le deal d'1 million avec la boîte pour laquelle je bossais sur les services d'appel d'offres et que je n'ai pas été rétribué, c'était un deal breaker pour moi. C'était fini. Je n'étais pas en colère contre eux. J'ai eu une période de frustration quand même. Mais je me suis juste dit, en vrai, j'ai compris. Le salariat, c'est un monde, du moins c'est un système qui est créé pour assurer la sécurité aux gens qui en ont besoin. Moi, je peux vivre sans la sécurité. Je peux vivre dans l'incertitude. Donc, j'ai pas besoin du salariat. Parce que le niveau de croissance que je veux, il m'empêche de l'avoir. Comment est-ce qu'un mec peut vous ramener, un mec de moins de 30 ans vous emmène plus d'1 million sur un marché sur lequel vous n'étiez pas, et il ne vous vient pas à l'idée de le rétribuer ou de le repositionner sur quelque chose? Je me suis dit, moi, je sors de là. Si je suis capable d'aller chercher 1 million pour vous. Et d'ailleurs, tu sais ce que j'ai fait après? Je me suis servi de tout ce que j'avais comme connaissance, parce que c'était des appels d'offres publics. Donc, il y a toute une partie procédurière au niveau de l'administratif, les DCE, les machins, les assurances, les normes, la qualité et tout ça. Je me suis servi de ça pour aller chercher les marchés auxquels je pouvais répondre. Et tu te rends compte qu'il y a des écoles qui font du gré à gré sur les photos de classe. C'est un deal, ça. Il y a du gré à gré sur plein de petites choses, des petites formations, des collectivités qui font du gré à gré sur des activités pour intégrer les jeunes. Bref. Et donc, je me suis rendu compte qu'il y a des sites où les institutions qui payent toujours, à savoir l'État, parce qu'eux, ils payent, c'est des bons payeurs, l'État, ils peuvent te payer en retard si tu veux, mais ils te payeront toujours. De la même manière qu'ils viendront toujours chercher leur argent, ils te donneront toujours l'argent qu'ils te doivent. Mais ils te disent, voilà de quoi on a besoin, voilà. Je dis, en fait, de la même manière que je suis allé faire mon marché pour la boîte pour laquelle je bosse, ça y est, je fais mon marché pour moi. Salut, ciao. J'ai fait un énorme mail à toute la structure, les commerciaux, la direction, les différents services, les usines, tout le monde, dans lequel j'ai dit merci à tous et à toutes pour tout ce que vous m'avez transmis. Merci parce que je suis venu en étant une personne et je repars en étant une autre personne. Merci pour ce que vous m'avez, le temps que vous avez pris pour me transmettre. Merci pour ce qui vous avez été pour moi. Et bon vent. Et je suis parti et j'ai plus jamais tourné le dos. Pourtant, mon environnement, tu vois, tout à l'heure, tu me parlais du regard. L'environnement n'était pas tant sur les gens que je laissais tomber quand je faisais les choix que je faisais, mais plus sur les gens qui se souciaient de mon propre bien et qui jugeaient que les choix que je faisais n'étaient pas les bons. Ouais. Tu vois, dans ce moment-là, tu es aux portes d'un CDI, le Saint Graal. Un CDI, c'est bon, tu signes ça et puis ta vie est belle. Moi, je dis non. Ça, c'est le symbole de la sécurité qu'on vous a vendu. Vu que moi, je n'ai pas ce profil-là,
je m'en fous. Je ne veux pas. C'est hyper important ce que tu évoques ici de profil. Tu sais qui tu es, tu sais ce que tu veux et ce dont tu as besoin. Et finalement, tu vois, il y a des gens qui vont avoir besoin justement de cette sécurité, de ce cadre et de ce symbole finalement. Et d'autres qui vont être à l'aise avec l'inconfort et qui vont même prendre du plaisir à justement l'expérimenter et aller l'étendre. Clair. Ouais. Et tu sais comment moi je m'explique ça? C'est qu'en fait, la sécurité, soit tu la cherches à l'extérieur, soit tu la cherches à l'intérieur. Quand tu la cherches à l'intérieur, le monde s'ouvre à toi. Parce que du coup, tu te dis, bah écoute, c'est ma vie, je teste. Si je réussis, tant mieux. Si je réussis pas, j'implémente et j'apprends. Si je foire de façon catastrophique, bon, bah je pense mes plaies, je me relève et j'y vais. Mais dans tous les cas, je sais que ça se passe en moi. Ça, pour moi, c'est l'un des plus gros déclics de ma vie. Et je pense que c'est le mélange de toutes ces expériences qui m'ont emmené à me recentrer et à comprendre qu'à la fin de la journée, la sécurité, c'est un sentiment qu'on ressent en soi. On peut avoir des éléments extérieurs qui nous emmènent à le ressentir, comme par exemple un enfant qui dit « Oh, je vais dans ma chambre », il ferme la porte, et il croit qu'il est en sécurité dans sa chambre. Mais bon, s'il y a un problème dans la maison, ta chambre fait partie de la maison. Hein. C'est pas parce que tu fermes la porte que tu es en sécurité. Hein. Il y a plein de gens qui sont en sécurité quand ils allument la lumière. Ça change rien. Tu vois juste mieux. Mais s'il y avait un danger, il y avait un danger. Tu vois? Donc, l'extérieur nous renvoie à quelque chose qu'on crée à l'intérieur. Et moi, le travail que je fais, c'est dire, faisons les choses à l'inverse. Crée la sécurité à l'intérieur et va vers l'extérieur avec la confiance qu'il faut pour que tu puisses gérer. C'est ça qui m'a permis de me dire, je ne retourne pas dans le salariat. Ma vie sera difficile, c'est vrai. J'ai eu des périodes après ça où ma vie était super difficile. On m'invitait à des anniversaires. « Oh, il faut cotiser pour le cadeau de telle personne. » Et je dis « Waouh, moi, je ne peux pas cotiser. J'ai pas là de pépette pour cotiser. » Ces réalités-là, je les ai vécues. Où tu vas au restaurant avec ta femme. Et ta femme, elle n'a pas quitté son travail, donc elle peut payer. Mais toi, maintenant, le serveur, il va vers toi. Dans la logique traditionnelle, c'est toi qui invites la dame, non? Alors, paye. Et t'es là et tu dis, bah non, c'est pas moi, c'est madame qui m'invite. Et toutes ces choses-là, j'ai dû les accepter. J'ai dû avoir une vision. Et le pire, tu sais ce que c'est? C'est quand tu as déjà une relation aussi importante qu'une relation maritale. En tout cas, moi, c'était ma fiancée à l'époque, ou ma copine, on peut dire. En tout cas, on n'était pas encore mariés. Mais elle ne voyait pas en moi celui que je voulais qu'elle voie en moi. Parce que les preuves de la sécurité et de la compétence que je devais incarner pour qu'elle soit heureuse d'être à mes côtés, ben, elles n'y étaient pas. J'étais juste un rêveur. J'étais juste un rêveur. Dans son cadre de référence, on ne devient pas entrepreneur comme ça parce qu'on a décidé. Qu'est-ce que c'est ces histoires? L'entrepreneur, c'est pour ceux qui ont été faire des études et de je sais pas quoi, de MBA, de je sais pas quoi, ou qui ont une famille de je sais pas quoi. Mais toi, sur ton coup de tête, comme ça, tu vas devenir entrepreneur. Et donc, c'était dur de vivre comme ça. Parce que on a déjà notre propre doute, on a déjà nos propres difficultés. Et quand une personne qui fait partie de nos motivations nous invite à aller faire autre chose que ce qu'on a prévu de faire, bah c'est dur. Tu vois, quand on dit, mais prends quand même un petit boulot, même à Monoprix, prends quelque chose, va faire. Ouais. Et tu sais que je l'ai fait ça, d'ailleurs, une fois. Après le moment où j'ai quitté mon boulot, je suis reparti en caisse pour 1 mois. Mais ça n'a pas tenu. Mon identité ne marchait pas. Ouais, non, je peux pas. Ça me prend trop de temps. Et c'est ça qui m'a permis de prendre conscience du manque à gagner dans le temps qu'on met au service d'un autre projet que le nôtre. Qui est une de nos plus grandes valeurs, hein, finalement, le temps. Ouais, Hein. Le temps, c'est la seule chose que tu ne peux pas rattraper. Ouais, Ouais. En tout cas, voilà, ces différentes étapes m'ont amené à chercher la sécurité en moi. Et une fois que j'ai trouvé cette sécurité en moi, la confiance est née. Et maintenant, bah, je fais. Ouais. Et si ça foire, bah, c'est normal. Qui n'a pas foiré? On va justement parler après de ce moment où tu réussis plutôt bien dans le conseil en marketing, Okay. qui fait que ça commence à décoller, ça se passe bien, et après, il y a un switch aussi sur d'autres choses. Mais avant ça, tu évoques énormément de livres. Souvent, tu fais référence à certains bouquins, etc., ou des points de bascule dans ton parcours grâce à certains ouvrages. 2 questions pour toi. D'une part, quel est l'impact en général de la lecture sur ta vie? Et d'autre part, surtout, moi, je le dis souvent, je recommande de passer parfois autant de temps à choisir le bouquin
qu'à le lire. Parce que finalement, tu peux lire 100 livres. S'ils n'ont pas d'impact sur toi, ça n'aura quasi donc aucun impact. Alors que tu lis un livre, ça aura 100 fois plus d'impact. Ouais, c'est fort. Comment est-ce que tu choisis tes bouquins et dans quelle mesure la lecture a un impact fort sur ta vie ou l'a été? Aujourd'hui, je choisis mes bouquins sur la base d'un aspect de ma personne que je veux voir évoluer. Tu vois? J'aime beaucoup l'idée derrière le déclic. Je pense qu'on en a plusieurs, plein. On doit constamment être capable de le créer, d'aller le chercher pour changer de réalité, changer d'identité, changer d'étage, changer donc ses normes, changer ce à quoi on dit non et changer ce dans quoi on se sent légitime et à l'aise. Et dans cette logique-là, j'imagine une version de moi, de l'étage supérieur, qui a des compétences ou une façon d'être que je n'ai pas encore. Et donc, quand j'identifie ces compétences, je lis sur le sujet de ces compétences-là. Tu vois, dans Tout le monde a un mindset, dans l'intro même, j'en parle comme ça. Je dis en fait, une fois que j'ai accepté la lecture comme un excellent moyen de tisser avec soi-même une nouvelle relation, j'ai vu ça comme le téléchargement de nouvelles applications dans son logiciel ou le téléchargement de nouveaux programmes dans son logiciel qu'est l'esprit. Et donc, c'est comme ça. Mon approche, c'est ça. J'identifie de quoi j'ai besoin pour être dans ma nouvelle réalité et maintenant, je lis sur ces sujets-là. Mais avant ça, mon approche, c'était beaucoup plus de réaliser que... Non, en réalité, c'était même la même approche parce que mon approche, c'était... Je réalise qu'il y a des domaines qui s'apprennent et qui se maîtrisent et je n'ai pas été exposé à ces domaines, je n'ai pas assez de connaissances dans ces domaines, donc il faut que je lise dans ces domaines-là. Et c'est comme ça que j'ai commencé à lire. Pour te dire... les romans et les biographies, c'est arrivé tard. Je lisais que des livres pratico-pratiques. Okay. Je veux des choses structurées. Tu vois, des livres où tu peux ouvrir le sommaire ou la table des matières et aller dans la section qui t'intéresse parce que c'est ça qui t'intéresse. Tu vois ? Encore plus quand j'ai commencé à avoir une approche réellement d'entrepreneur de « OK, il y a moi et il y a le business. Les choses qui sont bonnes pour moi, c'est pas forcément les choses qui sont bonnes pour le business. Les choses qui sont bonnes pour le business, c'est pas forcément les choses qui sont bonnes pour moi. Donc, quelles sont les ressources dont moi je dispose dans ma vie à moi de personne et quelles sont les ressources qu'il y a autour de la vie de mon business. Cette logique-là m'a emmené à être beaucoup plus sélectif, non seulement dans les livres, et même dans les chapitres des livres. Des fois, on lit tout pour lire tout. Non, j'ai pas le temps de tout lire. Je veux cette info, moi. Tu vois ? Ouais, complètement. À la suite de quoi, donc, tu continues ton chemin, ça évolue, etc. Et tu te retrouves à faire du conseil en marketing. Ouais. Ici, ça se passe bien, ça se passe plutôt bien. Tu commences à très bien gagner ta vie, tu as un succès financier. Tu vas commencer aussi à voyager, à rencontrer de nouvelles personnes, à faire évoluer ton rapport aux autres. Et au fur et à mesure du temps, tu vas te poser différentes questions et avoir des prises de conscience, peut-être même un déclic, encore un, qui fait que tu vas te dire « c'est bien, je réussis bien ma vie, je gagne bien ma vie, mais il me manque quelque chose ». Est-ce que tu peux justement nous partager ce moment-là et cette prise de conscience et où est-ce que justement tu vas retrouver cette chose qui te manque? L'un des concepts très forts qui m'a aidé justement dans ma quête de connaissances, tu vois, je viens de dire que je manquais un peu de substance. Je me sentais manquer de substance. Je me sentais digne d'une autre réalité, d'une nouvelle façon de vivre. J'avais décidé de ne plus abandonner. J'avais décidé d'assumer tout ce que ça pouvait coûter que de choisir l'entrepreneuriat, mais d'y voir aussi la beauté de l'histoire qu'on écrit soi-même. D'arrêter de me plaindre des choses qui ne me sont pas imposées, mais qui me sont suggérées. En fait, on m'invite à un mode de fonctionnement, j'ai le droit d'y adhérer ou de dire non, je vais décider d'être en marge. Et donc, en acceptant ce truc-là, j'ai découvert l'ikigai. Tu vois ? Parce que je voulais bouquiner, savoir plein de choses. J'ai découvert l'ikigai parce que dans la première phase, je ne lisais que sur l'argent, le business, la vente, l'argent, le business, la vente. Et après, j'opposais ces différents concepts de dev perso à des concepts, du moins, ces concepts de business, à des concepts de dev perso. Tu vois, ce que je viens de dire, les intérêts de la boîte, mes intérêts, je dissociais vraiment les deux. Donc, j'avais mes lectures pour moi, dev perso, spiritualité, physique, comment manger, pourquoi, quand et tout, et des lectures purement business, l'investissement, et quoi, et pourquoi, les MJD Marco, les structures, les coûts, les calculs, la logique d'un investisseur, la logique d'un businessman, la logique de... Et j'opposais ces choses-là. Et alors moi, j'ai voulu faire quelque chose de l'ordre de l'intégration, parce qu'au final, c'est ma vie. Et ces sphères-là
c'est des sphères qui doivent cohabiter dans ma vie. Mon business est important pour moi, mon équilibre personnel est important pour moi, je dois trouver le moyen d'intégrer les deux. Et donc, je découvre l'ikigai. Et l'ikigai, pour faire une synthèse, parce que je sais que toi, tu connais certainement très bien le concept, pour ceux qui nous écoutent, en gros, l'ikigai, c'est un mot qui veut dire la raison de vivre. Et l'approche de l'ikigai, c'est que c'est le croisement de différentes sphères d'action et de résultats qui te permettent d'identifier ta raison de vivre. Et les différentes sphères, c'est ce que j'aime faire, ce dans quoi je suis doué, parce que c'est pas la même chose. On peut aimer le basket et pas être bon basketteur. Et c'est le cas de plein de gens qui aiment le sport, on en parlait tout à l'heure en off. Ce que j'aime faire, ce dans quoi je suis doué. Et la troisième sphère, qui pour moi est l'une des plus importantes quand on veut lier le soi au business, ce dont le monde a besoin. OK ? Ce que j'aime faire, ce dans quoi je suis doué, ce dont le monde a besoin. Qui crée ensuite la quatrième sphère, ce pourquoi on me paye. On peut aller dans ce pourquoi on me paye en disant, je vais aller à Auchan, je vais être caissier, on va me payer pour ça. Est-ce que j'aime le faire ? Ah, c'est une autre question. Est-ce que je suis doué en tant que caissier ? Ah, c'est une autre question. Ah, je vais dans le street marketing par rapport à telle boîte, je suis doué là-dedans et on me paye. Est-ce que j'aime ? Ah, c'est une autre question. Tu vois ? Et donc, je me suis dit, il faut que j'arrive à intégrer ces sphères. Et c'est là où j'ai compris que la part de développement personnel est très importante parce qu'il faut se connaître. Il faut faire comme Steve Jobs l'a dit dans l'un de ses discours les plus emblématiques, connect the dots, connecter les points, regarder en arrière, voir d'où on vient, voir ce qu'on a développé, voir ce qui a été important pour nous, ce qu'on a aimé faire, ce qu'on aime faire, ce qu'on voudrait faire. Et en connectant tout ça, sur la logique de l'ikigai, on comprend où on peut se positionner. Et pour revenir dans la façon dont tu présentais l'histoire, effectivement, j'ai beaucoup voyagé, c'est-à-dire que l'une des pubs du loto dont je me souviendrai toute ma vie, c'est pas le au revoir président, c'est le je fais tourner la sphère et je fais Australie. On tombe dessus, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Je sais pas si tu te rappelles de cette pub. Complètement. C'est une pub pour dire j'ai les moyens d'aller n'importe où sur la planète. Quand ça c'est devenu vrai pour moi, c'est un déclic énorme. Parce que je me suis dit ah ouais, c'était si simple que ça d'arriver à ce stade du jeu où je peux aller où je veux sur la planète. Oh, c'est dingue. Oh, c'est dingue. Et donc, je me mets à aller où je veux sur la planète. Je veux découvrir l'Asie. Allons en Asie. Je veux voir. Je veux aller en Chine. Je veux aller à Hong Kong. Je veux aller machin. Et d'ailleurs, c'est un truc qui m'a beaucoup aidé de voyager comme ça. Parce que, comme je l'expliquais plus tôt, ma femme, de par son cadre de référence, pour elle, c'était pas clair ce que je faisais, ce dans quoi je me projetais. Tu vois ? C'était pas clair. Elle comprenait pas trop comment ça se faisait, qu'est-ce qui allait se passer, est-ce que c'était sûr ou pas, ou est-ce que c'était un coup et que ça allait s'effondrer ou pas. Et donc, je voulais que sa réalité change. Et les voyages nous ont permis vraiment de changer de réalité parce que quand on n'est pas sorti de son environnement, on ne s'imagine pas toutes les autres façons de vivre qui existent, toutes les autres façons de réussir qui existent, toutes les autres façons d'être heureux qui existent, toutes les autres façons de contribuer qui existent. Et donc, ça a joué ce rôle, les voyages, mais au début, c'était quand même une logique de consommation. Parce que j'étais en mode Australie, on tombe dessus, c'est le jeu de ma pause du 7, tu vois. Je vais là-bas, been there, done that, et photos, et vidéos, et regarder, et machin. Snapchat arrive, je fais un Snapchat qui est hyper méga dynamique, où j'inspire toutes les personnes qui me suivent. Un petit noyau, hein, des proches, des amis de proches et tout ça, où je donne des petits conseils sur les bouquins que je lis et tout ça, tout ça. Et vient au moment où je me marie, et on va en lune de miel aux Seychelles, qui est l'une des destinations qui est jusqu'à présent les plus prisées par une certaine élite parce que au niveau fiscal c'est super sympa, la qualité des entrepreneurs que tu rencontres là-bas c'est vraiment un autre niveau, tu vois. Il y a, dans la logique des étages de standards, tu rencontres des gens d'un tout autre standard, tu vois. Tu vois des réalités dont tu n'as pas conscience dans ton petit environnement parisien. Et donc là-bas, je me retrouve là-bas, je rencontre des gens incroyables, je vis des choses incroyables, le paysage s'y prête, les échanges que j'ai sont incroyables et tout ça. Mais après, je suis sur une île et je suis là pour kiffer, donc farniente, quoi. Farniente, jusqu'au moment où je me dis, mais attends, la direction là, c'est quoi ? Qu'est-ce que je fais, moi ? Je fais quoi ? Farniente, comme ça, là ? Semaine de 4 heures, là, farniente ? Et je dis, non, je peux pas faire ça. J'ai besoin d'être utile. Le petit garçon que j'étais rêvait d'être Superman. J'ai besoin
que ce que je crée ait de l'impact pour des gens qui ont besoin de ce que je suis capable de créer. Donc, mon ikigai, c'est beaucoup plus focalisé sur ce dont le monde a besoin. Et à ce moment-là, je me dis, en fait, le monde a besoin de vivre ce que j'ai vécu. Les gens ont besoin de savoir ce que je ne savais pas, que je sais maintenant. Les gens ont besoin de connaître ce que je ne connais pas, que je connais maintenant. Les gens ont besoin de lever la tête, d'ouvrir les yeux sur qui ils sont, sur ce que la vie est réellement, sur ce qui est possible, sur ce qu'ils sont capables de faire, sur ce qu'ils méritent, sur la logique de standard, sur la logique de limite de l'esprit. Et je me suis dit, maintenant, c'est ça que je partage. Et donc, je me mets à le faire sur Snapchat, mais beaucoup plus sur l'aspect mental, l'aspect cognitif, les bouquins, les événements, les vidéos, les films, voilà, regardez ce bouquin, regardez cette histoire, regardez ce héros, la loi de l'attraction, parce que c'est un truc super sexy pour faire rentrer les gens dans cette quête, la loi de l'attraction, parce que ça a un côté très simple, très magique. Donc, beaucoup de gens sont arrivés au dev perso grâce à la loi de l'attraction, parce que c'est simple. Et donc, en faisant ce truc-là, il y a un alignement qui se crée en moi, parce que j'ai la satisfaction d'être utile et d'être dans la contribution. C'est-à-dire, je ne fais plus tout ce que je fais juste pour moi. Je ne suis plus juste en train de guérir mon enfant intérieur qui n'a pas eu suffisamment de jouets, qui n'a pas eu suffisamment de cadeaux et qui va se faire tous les cadeaux et tous les jouets possibles. Je suis dorénavant dans un aspect de contribution et d'utilité. Et de là, en connectant les dots, je me rends compte que j'ai l'intelligence du marketing, j'ai l'intelligence de la communication, j'aime la création de contenu. On est à l'ère de la vidéo parce que les gens ne s'en rendaient pas encore compte. On regardait encore la télé à l'époque. Tu vois, je sais pas, on regardait encore la télé à l'époque. On est à quelle année en ce moment-là? On est 2015 par là. Ok. 2015, 15-16. Très peu de temps avant que j'arrive sur les réseaux. Il y a déjà plein de monde sur les réseaux. Tu vois, on a évoqué Alexandre Roth, grâce à qui on est dorénavant connectés. Il était déjà là. Il y a plein de gens qui étaient déjà là en 2015, parce qu'il y en a plein qui sont arrivés en 2007, 2008, 2009. Mais c'était très niché. Tu vois, c'était très niché. Tu parles à un petit monde qui s'intéresse à ça parce qu'ils ont vu. Moi, je voulais que monsieur tout le monde, monsieur, madame tout le monde, je voulais que mes amis du Cameroun, avec qui j'ai grandi, à l'époque où je rêvais d'un Eldorado européen ou français, puissent comprendre que le voyage que j'ai fait, en vérité, il a eu lieu en moi. Et je voulais leur donner la possibilité de faire ce voyage en eux. Arrête de conditionner le lieu où tu es pour pouvoir accéder à ta nouvelle réalité. C'est en toi que ça doit se passer. Et donc, je me dis, c'est ça que je vais faire maintenant. Le Connect the Dots, c'est ça. Je vais me servir de mes capacités de communication, mes capacités mes compétences en marketing, mon envie de partager, mes connaissances en dev perso et en business et en psychologie pour transmettre. Et donc là, l'utilité et l'importance de continuer à me former devient une urgence parce qu'il faut que j'ai de nouvelles infos, de nouvelles choses à partager pour. Je le fais. Les différents réseaux arrivent, les Snapchat, les périscopes et tout ça. Et puis à un moment, on commence à me dire, mais tu fais que des trucs qui disparaissent. Snapchat, ça disparaît. Elle est où ta story d'hier? Elle était trop bien. Pourquoi elle a disparu? Enregistre-les au moins, et je sais pas quoi. Va nous mettre ça sur YouTube. Je dis, OK, je vais le faire. Et je procrastine. Je procrastine parce que je sais pas exactement à quoi ça va ressembler. Je me projette pas dans autre chose que de la contribution. Parce qu'en fait, c'était un moyen de me sentir à l'aise avec ma nouvelle situation. C'était un moyen de dire, bon, j'ai pas juste craqué le code et j'ai le droit d'acheter tout ce que je veux et de vivre où je veux. Je veux être utile aux gens qui ont besoin que je sois utile pour eux. Donc, c'est pour ça que je le faisais, sans comprendre que ça allait ouvrir un boulevard de possibilités pour moi. Et donc, je le fais. Et la toute première vidéo sort en 2018, je crois. OK. 2018, début d'année 2018, donc ça fait 6 ans. Et c'est une vidéo sur l'échec, où je parle du fait que ce qui bloque l'avancée et l'avancement des gens, c'est leur peur de l'échec. Les gens ne comprennent pas que l'échec, c'est le chemin. Et donc, je vulgarise, je parle d'Edison dans cette vidéo, je parle... bref, je suis quelqu'un qui aime beaucoup illustrer ses propos. C'est un truc que je fais toujours. Tu demanderas à n'importe qui, ou même peut-être tu as cette impression-là. Ce que je laisse comme souvenir, c'est il y avait de l'image, c'était illustré, c'était clair, et il y avait de l'énergie. Et donc, le fait de cette manière-là, et la vidéo, même si elle ne touche pas des millions de personnes, elle arrive quand même à avoir des centaines et des milliers de vues très vite. Et c'est pas normal pour une première vidéo en 2018.
Complètement. Et donc, je sens que, il y a quelque chose. Et je rebondis sur un sujet, c'est que quand on t'écoute, quand on te voit, on voit justement cette énergie, on voit cet état d'esprit, ce mindset que tu as, Ouais. et donc quelqu'un qui passe à l'action, qui ne se pose pas 36 000 questions. Et pourtant, tu mets en lumière le fait que tu as procrastiné pour lancer cette première vidéo sur YouTube. Clair. En 2015 et 2018, c'est quand même Et 3 ans. C'est énorme. C'est énorme. Et qu'est-ce qui fait justement que, dans ton cas, même pour quelqu'un qui du coup est éduqué au développement personnel, a conscience qu'il faut oser passer à l'action, a identifié ses peurs, ses craintes qui peut-être l'empêchaient de passer à une autre étape, a quand même procrastiné? Et quelles leçons tu en retires que tu pourrais partager à celles et ceux qui nous écoutent, qui sont malheureusement sous l'emprise justement de cette problématique qu'est la procrastination? Pour moi, l'une des clés, c'est la nécessité. Ok. Et pas la nécessité dans le sens j'ai besoin de le faire. La nécessité dans le sens c'est nécessaire que je le fasse. Tu vois, ce qui est nécessaire, si on cherche la définition, c'est ce qui ne peut pas ne pas être. Ouais. C'est nécessaire. Dès lors où ça devient nécessaire, on n'a plus le temps de se poser la question de je le fais ou je le fais pas, et pourquoi je le fais et comment je le fais. Alors, la particularité de la procrastination, c'est que on a d'excellentes raisons de procrastiner. Moi, j'avais un business à gérer. J'avais un business en ligne, j'avais une femme, j'avais d'autres occupations, j'avais des enjeux fonciers sur d'autres continents, j'avais une activité sur un autre continent encore, parce que mes voyages, je les faisais pour kiffer, mais j'étais déjà dans l'esprit du business. Donc moi, quand j'arrive en Chine, je regarde le fonctionnement chinois, je regarde les intérêts d'être là, je me dis, mais en fait, I just killed the middleman. Je suis directement en Chine maintenant. J'ai WeChat avant que les gens sachent que WeChat, ça existe. J'ai les VPN avant que les gens sachent que les VPN, ça existe. Parce que je suis en Chine au milieu des années 2010, tu vois. Et donc, ça me met dans des enjeux business qui m'impliquent dans un rythme de voyage, de triangulation entre l'Europe, l'Asie, l'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Afrique. Alors, c'est génial parce que ça me donne un lifestyle où je suis toujours en mouvement. Donc, le neurotransmetteur dopamine, il est au max, on se sent vivre, on est drivé. Mais j'ai aussi de bonnes raisons de ne pas m'arrêter et scripter des vidéos et les filmer. Ouais. Mais j'ai pas le temps de filmer, les gars. Moi, je filme comme ça, je vous fais des stories, mais j'ai pas le temps. Je ne peux pas. Et c'était une super raison. Mais par contre, arriver au stade où tu veux te sentir pleinement dans ton ikigai, donc ta raison de vivre, c'est arriver au stade où ce que tu fais est clairement lié à ce dont le monde a besoin. Que je sois un bon commercial, que je sois un bon mec dans l'import-export, que je sois un bon jeune qui se lance dans des projets d'IMO, de foncier ou autre, c'était pas particulièrement ce dont le monde avait besoin. Par contre, qui est du contenu, qui vulgarise tous ces concepts, qui donne accès à des gens, qui donne accès aux gens à une nouvelle réalité, ça, je l'ai vu comme une véritable nécessité. Parce que je me suis dit, mais personne ne fait ça. Personne ne le fait à ma façon, à moi. Personne ne le fait simplement. Personne ne le fait avec énergie, avec simplicité, avec des histoires courtes et simples. Ce qui a été mon point fort quand moi je suis arrivé sur la toile, c'est que j'ai toujours voulu faire quelque chose de simple et de digeste. Mes vidéos faisaient pas plus de 5 minutes au début. Un concept, une idée, un message. Si je le regarde le matin, hop, cool, génial, génial. Et donc, entre 2018 et 2020, je construis le workflow, je construis la dynamique du créateur de contenu, je comprends les enjeux, je saisis un peu les algorithmes, les machins. Et 2020, c'est l'énorme boom. Parce qu'en gros, mes réseaux, c'était devenu une plateforme. Ouais. J'avais traité trop de sujets, tu vois. Donc, quand quelqu'un me découvrait, il se disait juste « Waouh, la caravane d'Alibaba !» Tu vois. Et donc, ouais, même si on procrastine, il ne faut pas trop s'en vouloir. Par contre, comprenez qu'il faut faire naître la nécessité d'agir. Et la nécessité, ce n'était pas simplement veiller sur ses intérêts, mais veiller aussi sur l'alignement que nous permet de trouver l'ikigai, à savoir, est-ce que je suis utile à d'autres que moi? Est-ce que je suis utile aux personnes qui me permettraient d'avoir l'impact maximal? Tu vois, moi, je crois beaucoup à la loi de l'impact. Ouais. Notre devoir, c'est d'avoir de l'impact sur les personnes qui nous permettent d'avoir le plus d'impact. Et parce que j'avais ce profil qui me permettait de comprendre tout un tas de réalités et tout un tas d'identités, parce que j'ai fait beaucoup de shifts identitaires quand même, tu vois. Réellement, j'ai grandi au Cameroun et plusieurs fois, j'étais avec des amis et quand un avion passait dans le ciel, on le regardait en se disant « Oh, un jour, on va aller en France ». Et quelques années plus tard, je suis aux Seychelles, sur des yachts ou des catamarans à 5 millions à me dire « Bon,
Ça peut pas être que ça, la vie, quand même. C'est quand même tu vois, c'est un saut quantique impossible à prévoir. Tu vois? Mais dans tout ça, il y a le range. C'est-à-dire, je suis capable de te raconter toutes les réalités entre celui qui regarde l'avion et qui se dit « si je rentre dans cet avion, ma vie change », comme je suis capable de te parler de celui qui est arrivé au stade où, bon, j'ai tout l'argent que j'ai toujours voulu avoir, mais le sens m'échappe. Ouais. Ou alors, j'ai tout l'argent que j'ai toujours voulu avoir et je comprends que, bon, à un certain niveau d'argent, l'argent que j'ai, je le dépense plus vraiment. Je le maintiens, je le pérennise, je le gère, je l'optimise, mais je le dépense pas. Et justement, cette grille de lecture aujourd'hui que tu as sur ton propre parcours, mais qui te permet aussi d'aider au mieux les personnes que tu aides au quotidien ou les messages que tu transmets sur les réseaux sociaux et d'avoir de l'impact, c'est grâce à des outils. Tu as appris à expérimenter, à maîtriser bon nombre d'outils. On en parlait tout à l'heure, la PNL notamment et bien d'autres. J'ai envie de revenir sur certains de ces outils qui peuvent aider énormément de personnes. Aujourd'hui, donc, tu maîtrises plutôt bien la PNL, justement, donc la programmation neurolinguistique. On a reçu d'ailleurs, notamment, tu connais sûrement Paul Pironnet aussi sur le déclic. C'est un boss de la francophonie. Ouais, il est très très bon dans ce qu'il fait. Quelle technique aujourd'hui de PNL simple et efficace quelqu'un qui nous écoute pourrait commencer à appliquer pour que, dans la réalité dans laquelle il se situe aujourd'hui, pour reprendre ton exemple, il puisse progressivement déjà en prendre conscience et avancer vers la suivante? C'est une question que je ne trouve pas forcément simple, dans le sens où, de la même manière qu'on doit choisir les livres et les parties des livres qu'on lit par rapport à la situation dans laquelle on est, toutes les techniques ne peuvent pas servir à tout le monde de la même manière. Par contre, il y a des concepts de la PNL qui sont générateurs de déclic. Okay? L'un de ces concepts, c'est comprendre que on est dans une représentation de la réalité, on n'est pas dans la réalité. Tu vois, l'un des fondamentaux de la PNL, c'est la carte n'est pas le territoire. Ce que tu vis, c'est ce que tu vis. Les faits sont les faits, ton interprétation, c'est l'interprétation. Quand tu comprends cette réalité-là, maintenant, ce que tu peux commencer à faire, c'est prendre conscience du fait que l'enjeu de ce que tu es capable de faire, c'est les réponses que tu apportes à ce que tu vis. Ça, moi, ça a tout changé pour moi. C'est-à-dire que peu importe ce que tu vis, que ce soit entre toi et toi, entre toi et ta femme, entre toi et ton business, entre toi et le marché, X, Y, Z, pose-toi toujours la question, quelle réponse j'apporte et dans quel état je veux être après avoir vécu ce que je suis en train de vivre. Cette prise de conscience-là, c'est déjà pour moi l'un des plus gros blocs de la PNL, parce que la PNL, c'est l'art de maîtriser l'état dans lequel on est. C'est l'art de maîtriser ses ressources internes, d'accord ? C'est le langage compte, comment est-ce qu'on formule les choses, les représentations internes comptent, la physiologie compte et tout ça. Mais comprendre que notre vie, c'est le produit des réponses qu'on apporte et pas les produits de ce qu'on nous donne, ça change déjà tout, tu vois ? Et ça, pour moi, c'est un concept très fort. En termes d'outils, ça dépend. Il faudra que tu me donnes une situation. Si tu as un profil qui revient par rapport à ce que tu as échangé récemment dans les différentes choses que tu as vécues, je peux donner un outil qui colle. Mais donner un outil qui serait l'outil magique de tout le monde, c'est difficile comme ça pour moi. Je pense même qu'au-delà du fait que ce soit difficile, c'est que l'outil magique n'existe pas. L'outil magique n'existe pas, comme la stratégie magique n'existe pas, la méthode magique n'existe pas. Et l'idée de ma question est de défiler différents outils que tu maîtrises, comme là, par exemple, la psychocybernétique qui peut être hyper intéressante, notamment pour améliorer l'image de soi, de ses objectifs et autres, et avoir une meilleure grille de lecture sur tout ça pour pouvoir avancer. C'est un outil parmi tant d'autres, mais le meilleur outil, ça reste encore une fois soi-même. Et du coup, de réussir à se connaître. C'est clair. Le meilleur outil, en vrai, pour aller au-delà du soi-même, pour que les gens comprennent et le saisissent et qu'on ne soit pas en train de dire des choses où ils se disent « Ouais, je comprends, mais je ne me sens pas concrètement aidé pour mon déclic ». Le meilleur outil, c'est la volonté. La volonté et la nécessité. Si on est réellement déterminé à faire en sorte que ça marche, on trouve le comment faire que ça marche. Tu vois ? Et c'est en ça où j'ai autant de palettes et je suis ouvert à tout un tas de choses. Je suis en train de lire les travaux, je ne sais plus comment il s'appelle, il a un nom, Montagnier. J'ai oublié son prénom, mais en tout cas, lui, il a fait un travail sur la morphopsychologie. Je suis en train de lire ça aussi et je trouve ça intéressant. Tu vois ? C'est un peu proche de ce que Lise Bourbeau fait dans les 5 blessures et tout le travail qu'elle a fait autour des blessures émotionnelles, quand elle parle du physique qui exprime
le mental et le psychique. Qu'il y a quelque chose qui s'exprime dans l'apparence physique d'une personne, dans la façon dont la personne se tient. Et la psychocybernétique, c'est aussi ça. Dire, mais en fait, c'est une boucle où le corps et l'esprit n'arrêtent jamais de tourner. Donc, tu agis sur l'un, tu vas sur l'autre, tu agis sur l'autre, tu vas sur l'un. Tu vois ? Je te rejoins sur ce concept de volonté, qui fait que beaucoup de gens, en fait, manquent de volonté et n'ont pas encore trouvé ce truc qui va être la petite étincelle qui va allumer le feu ardent pour pouvoir avancer. Est-ce qu'il y aurait quelque chose à mettre en place ou des questions à se poser pour celles et ceux qui se disent « j'ai du potentiel, j'ai envie de faire les choses », qui peut-être même se forment, tu vois, j'imagine que tu en as vu plein, des gens qui viennent dans des séminaires, qui te suivent depuis 2 ans, 3 ans, qui ont regardé toutes tes vidéos, qui ont même acheté tes programmes, mais qui vont pas réellement les appliquer comme il le faut, et qui juste auront ce truc identitaire de se dire j'ai mis en place la première étape, c'est déjà une première étape vers le changement, mais qui vont pas aller plus loin, parce qu'ils n'ont pas cette volonté. Comment développer cette volonté, comment identifier cette volonté et l'amplifier ? Plusieurs réponses à ça, parce qu'il y a différents profils. Il y a effectivement la possibilité d'avoir un déclic, et on va essayer d'en créer un tout de suite pour tous ceux qui sont avec nous. Okay ? L'exercice est très simple. Une vie, en moyenne, c'est 80 ans. On est d'accord ? Il faut réaliser que donc, dans une vie, il y a 80 Noël. Il y a 80 étés. Il y a 80 automnes. Il y a 80 Nouvel An. OK ? Tu prends une personne qui a déjà 30 ans, il te reste donc 50 étés. 50 Noël. Comment est-ce que tu veux vivre ça ? C'est une vraie question. Il ne faut pas avoir peur de regarder l'avenir. Beaucoup de gens font l'autruche parce qu'ils savent que s'ils regardent l'avenir et qu'ils se projettent dans la perspective des habitudes et des croyances qu'ils ont à ce moment précis, l'avenir n'est pas beau. Mais il faut le regarder pour qu'on fasse naître la nécessité de corriger le tir. Ça, c'est une chose que je veux que tout le monde fasse. Prenez le temps de vous poser la question. Si je devais arriver à 80 ans sans avoir changé de trajectoire, ma vie ressemblerait à quoi ? J'ai beaucoup de personnes, tu sais, je suis au cœur de l'humain, comme je le dis, donc j'ai beaucoup de personnes qui ne sont même pas encore au stade du porteur de projet, qui ne sont même pas encore au stade de l'entrepreneur. Et je ne suis pas en train d'inviter tout le monde à devenir entrepreneur, mais j'ai grandi au Cameroun, comme je te l'ai dit, et ce que tu vois dans un monde de nécessité où on veut absolument pouvoir subvenir à ses besoins, aux besoins de ses proches, c'est que l'entrepreneuriat, parfois, ce n'est pas une affaire d'envie, c'est une affaire de nécessité. C'est pas une affaire de « je veux pouvoir être libre », c'est une affaire de « mais si je fais pas ça, mon enfant va pas à l'école, ou mon enfant n'a pas ci, ou mon enfant n'a pas ça, donc j'ai pas le choix ». Il faut se projeter dans un avenir et regarder si on a la flamme, aussi infime soit-elle, du courage qu'il faut pour prendre les responsabilités de sa vie. Ça, c'est un premier déclic qu'on est capable de créer. La deuxième chose que j'ai envie de dire, et c'est un des changements que j'apporte à ma façon d'accompagner les gens cette année, c'est qu'en fait, c'est très dur de lutter avec son environnement. C'est très dur. C'est méga dur. Tu peux faire tous les programmes du monde, lire tous les livres du monde. Si dans ton environnement immédiat, les informations, l'énergie et les personnes qui t'entourent maintiennent ta vie dans cet étage où tu ne dis pas non à des choses qui sont la norme ici, bah, ça continue à être la norme. Si ton environnement continue à te faire penser que au-dessus, c'est trop pour toi et tu n'as pas le droit d'y être, bah, tu restes là-dedans. Donc, la rupture identitaire est nécessaire et le meilleur moyen de faire cette rupture identitaire, c'est de changer d'environnement. Voilà pourquoi j'aime beaucoup maintenant les concepts de cohorte, de mastermind, de suivi sur l'année, d'intégration à un nouvel écosystème. Parce que quand on te change d'environnement, tu changes. Je te change de pays, je suis allé en Grèce, je suis resté 20 jours en Grèce, j'ai commencé à apprendre les mots, même si la langue est dure, je suis sûr que t'en reviens. Le Calimera, il sort, le Calispera, il sort, comment ils disent merci déjà là Comment ils disent merci? Je saurais pas te répondre. Purée, je l'ai sur le bout de la langue, ça m'embête de louper le merci. Bref, les mots sont rentrés en toi, tu vois. Ouais. Les mots sont rentrés en toi. Pourquoi? Parce que l'environnement, que tu le veuilles ou non, te nourrit. Quand quelqu'un, tu le prends, tu l'amènes dans un environnement business, quinri, new-yorkais, tu sens le hustle. Tu sens que ici, tout le monde est en train de charbonner. Donc, ici, la norme, c'est le charbon. Naturellement, tu vas charbonner un peu plus.
C'est normal. C'est normal. Tu vas dans une salle de sport. Cet été, j'étais à Marbella. Il y a une super salle de sport qui s'appelle le Paddle Club à Marbella. Je te suggère d'y aller. Alors, c'est très orienté culte du corps et machin, sweat. Donc, si on n'est pas à l'aise avec ça, c'est pas la salle de sport dans laquelle on se projette. Mais l'énergie qu'il y a dans cette salle fait que tu performes à un niveau... Il y a le soleil, déjà. C'est une salle en plein air. Tout le monde travaille, performance. Ça te nourrit. Tu vois ? Les masterminds que tu organises, tu vois bien que les gens, ils performent pas de la même manière. Donc, ceux qui veulent réellement changer, bossent sur le nouvel environnement. Bossent sur l'environnement qui correspond à la personne que tu veux devenir et fais le sacrifice du temps, de l'énergie et de l'argent que ça te coûte d'être dans cet environnement-là parce que une fois que tu y seras, les résultats que tu vas produire ne seront pas les mêmes. Tu mets en lumière un point extrêmement intéressant, c'est faire le sacrifice du temps et de l'environnement que ça te coûte de rester dans cette situation-là. Et il y a un biais que la plupart des gens ont, notamment que ce soit des entrepreneurs ou des personnes qui tendent à le devenir, ou même juste entreprendre quelque chose de leur vie, peu importe, que ce soit créer une boîte ou autre chose, c'est une incapacité ou une difficulté réelle à estimer la valeur des choses. Et estimer la valeur des choses auxquelles comment dirais-je, on ne s'autorise pas à aller, donc à côté desquelles on passe finalement en continuant à faire des choix tels qu'on a, mais aussi la valeur du fait de rester dans la situation dans laquelle on est. C'est-à-dire que typiquement, si je ne m'autorise pas à entreprendre, à côté de quoi je passe et combien ça me coûte finalement, le fameux coût d'opportunité, à quoi je renonce. Qu'est-ce que je risque ? C'est des vraies questions pour moi. Tu vois, tu parlais tout à l'heure d'outils de PNL, c'est un de mes outils, des 4 questions à se poser. Qu'est-ce que je gagne ? À quoi je renonce ? Qu'est-ce que je risque ? Qu'est-ce que j'évite ? Tu vois ? C'est des questions, tu te les poses et tout de suite l'évidence apparaît. À quoi je renonce si je ne change pas maintenant ? Complètement. Et j'ai envie de te poser aussi une question. Tu parles souvent d'EFT. C'est un outil que tu utilises régulièrement. C'est une approche que j'aime beaucoup. Avant toute chose, pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'EFT, est-ce que tu peux nous l'expliquer ? Dans mon approche des EFT, c'est un outil qui permet de travailler les émotions sur la partie consciente et inconsciente. C'est-à-dire que tous les outils que j'utilise, je les mets dans la même boîte à outils, tu vois. C'est-à-dire que une personne que j'accompagne, je lui dis pas, là on passe en mode PNL, là on passe en mode EFT, là on passe en mode psychologie, là on passe en mode logothérapie, là on passe, tu vois. Je change de tous les trucs en fonction du profil de la personne. En tout cas, les EFT, comment moi je l'utilise, c'est que je fais faire aux personnes des exercices d'ancrage, donc c'est très proche de ce qui se fait en PNL, mais sur la base des émotions. Pas sur la base de l'identité, mais sur la base des émotions. D'ancrage d'une émotion, j'ai un concept que j'appelle l'émotion maison, c'est-à-dire que j'emmène les gens à identifier qui ils ont envie d'être, dans quelle sphère de leur vie, et quelle est l'émotion maison dans laquelle ils veulent être dans cette sphère de leur vie. Et une fois que tu crées ces ancrages-là, parce que tu vois, les EFT, c'est beaucoup d'ancrages qu'on considère déjà présents, parce qu'on te dit, ben voilà, c'est des zones que tu tapotes, c'est des zones sur lesquelles il y a déjà l'ancrage. Mais avec le travail que j'ai fait en PNL, je me rends compte qu'on peut les bouger, ces zones, on peut les créer là où on se sent à l'aise. Donc en gros, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est le moyen de gérer efficacement ces transitions émotionnelles, tu vois. Pas plus tard qu'hier, j'étais en intervention avec une personne qui me disait j'ai du mal à gérer ma colère avec mes enfants, j'aime pas qui je suis en train d'être, parce que je suis toujours tendu, le boulot, les machins. Je lui ai fait faire un exercice pour lui dire, bon voilà, il y a le guerrier qui est avec toi quand tu es dehors et que tu dois chasser et que tu dois vaincre tout ce que tu dois vaincre pour ta famille, mais quand tu rentres, tu dois avoir une identité émotionnelle aussi. Quelles sont les émotions dans lesquelles tu veux être? Et tu dois ancrer cette identité émotionnelle dans des points focaux. Comme ça, quand tu rentres, il te suffit de paf, paf, paf. Quand l'enfant t'énerve, il te suffit de paf, paf, paf. Et hop, ça ressort. OK? Il y a un autre point également, c'est que beaucoup de gens sont face à une anxiété, à un stress assez intense. Encore plus dans un climat comme aujourd'hui, que ce soit lorsque tu es salarié, lorsque tu es entrepreneur. Claire, on a tous le droit. Quels sont les outils que tu recommandes ou les différentes méthodes que tu partages pour justement limiter un maximum le stress et l'anxiété ou augmenter sa capacité plutôt à l'absorber? Pour moi, déjà, il y a, dans mon approche des émotions, il y a une approche très positive autour de l'émotion. C'est-à-dire que la métaphore que je donne, c'est tu prends un véhicule,
tu as différents voyants, ceux qui sont à l'intérieur de l'habitacle, ceux qui sont à l'extérieur de l'habitacle. Ceux qui sont à l'extérieur permettent de communiquer avec les autres, mais ceux qui sont à l'intérieur permettent de communiquer avec le véhicule. Les émotions, c'est ce type de voyant-là. Donc, le stress, c'est un dérivé de la peur, qui est l'une des plus grosses et fortes émotions, comme la colère en est une. La peur, on peut la comprendre. La peur, généralement, c'est lié à l'avenir. Tu vois, la colère, c'est lié au passé, la peur, c'est lié à l'avenir. Et quand on décompose la peur, il y a soit une peur existentielle, donc ce sentiment d'anxiété parce qu'impuissant face à quelque chose d'important qui se joue. Là, c'est un travail de visualisation, c'est un travail qu'on fait par l'esprit, par le mindset, avoir une vision qu'on oppose à celle qui nous met dans l'état d'anxiété, tu vois. Les EFT rentrent justement dans cette logique-là. Tu dois avoir la capacité de revenir dans ton émotion maison pour aller affronter ce que tu as affronté. Et le deuxième volet de la peur, c'est une peur plus de surface. « Oh tiens, j'ai un podcast avec Alec, j'ai un peu peur, j'appréhende. » Bah prépare-le ton podcast. T'as peur de quoi? Qui est-ce que tu as envie d'être dans ce podcast? Qu'est-ce que tu as envie de partager? À qui tu as envie de penser? Qu'est-ce que tu prévois d'être? Est-ce que tu prévois de tout bien faire? Tu vois, tout à l'heure, le technicien m'a parlé et il m'a dit « Attention, tout le monde était très bon. Hein. » J'ai dit « Moi, en tout cas, je serai très moi. » Tu vois? Mon intention, c'est d'être moi. Pas d'être bon, d'être moi. Ce qui fait que la peur, elle disparaît parce que j'ai recentré mon esprit sur ce qui dépend de moi et qui est important. Tu vois, l'enjeu pour moi dans la vie d'une personne qui se veut trouver la sécurité en soi, comme on l'a abordé plus tôt, c'est être capable d'identifier ce qui est important et qui dépend de toi. Ta vie, c'est ça, c'est tout. Ce qui est important et qui ne dépend pas de toi, bon, ça ne sert à rien, ça va créer de l'anxiété, ça va créer du machin. Et ce qui dépend de toi et qui n'est pas important, ça n'a pas d'impact, tu vois. Ouais. Tu vois, j'aurais pu mettre une bague ou je sais pas quoi, bon, complètement. Ça va pas changer grand-chose à ce moment. Un élément qui te décrit plutôt bien et qui fait aussi ta singularité, c'est cette énergie, cette positivité, cette vibes qu'on ressent, qu'on aime, qu'on apprécie justement, que ce soit dans tes vidéos, dans ta présence, sur scène également et autres. Beaucoup de gens pourraient justement avoir mille et une excuses pour ne pas l'être. Et très souvent, on va écouter ces émotions plutôt négatives que ces émotions positives. On va très souvent aussi se plaindre. On va très souvent, malheureusement, mettre en évidence les choses qui ne vont pas plutôt que les choses qui vont dans la vie et voir le verre justement à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Qu'est-ce que tu dirais justement à quelqu'un qui se reconnaît dans cette situation et qui a tendance plutôt à être pessimiste qu'un optimiste comme tu l'es? C'est marrant parce que tu vois, le pessimisme, c'est encore un dérivé de la peur. Tu penses à ce que tu ne veux pas. Et donc, inconsciemment, c'est parce que tu as peur que ce que tu ne veux pas se produise. Et donc, tu préfères te dire, j'ai pas envie de croire que je vais réussir parce que j'ai peur de ne pas réussir et d'avoir mal d'y avoir cru. Tu vois? Il y a plein de gens qui baissent les bras. Le premier webinaire que j'ai fait, je me rappelle que j'avais de grandes ambitions en termes d'engagement de mon audience. En mode, voilà, là, maintenant que je vous propose quelque chose, je compte sur vous. Allez-y, c'est ouvert! Et j'étais convaincu que ça allait faire genre... Tu vois, Aya Nakamura qui remplit Bercy en 3 minutes, les grandes ambitions, tu vois. Et j'ai mon gars avec qui je bossais à l'époque, qui écrit sur le paperboard qui est en face de moi, 6 ventes. Et je me dis, oh my God! Et dans ces moments-là, le pessimisme, il a envie de venir. Tu as envie de dire, ça veut dire que c'est mort, on lâche. Sauf que c'est une projection de ton esprit vers une réalité potentielle qui n'existera que si tu décides d'y croire et d'avancer vers elle. C'est comme jeter l'éponge dans un ring. C'est comme jeter l'éponge dans un business. C'est comme jeter l'éponge dans une relation. Si tu te projettes vers « je suis en train d'échouer, je n'y arriverai pas », tu jettes l'éponge. Par contre, si tu te projettes dans « ok, il faut que je sois encore plus aligné, plus intense », tu te recalibres sur ce que tu veux et tu y vas. Ce webinaire-là, j'étais censé faire une vente d'une 30aine de minutes. J'ai fait 2h45. J'ai fait 2h45. Mais par contre, on a clôturé à 6 ventes et au final, on a eu peut-être 233 ventes, un truc comme ça. Ok. Tu vois, alors que quand il y a eu 6 ventes, j'avais vraiment envie de lâcher. Mon cerveau m'a vraiment dit, c'est mort, tant pis alors. Mais heureusement que la PNL est un de mes outils. Et je sais que quand mon cerveau m'envoie un message,
j'ai la capacité de répondre à ce message. Tu vois, j'observe mon esprit. J'observe créer les réalités dans lesquelles il veut que je me projette. Et je sais que ce n'est que le produit de mon état, de mes émotions et tout ça. J'ai un plan, j'ai une vision. Ma réponse doit être celle qui me rapproche de mon plan et de ma vision. Ouais, Je ne suis pas venu ici pour jeter l'éponge. Donc, je ne jette pas l'éponge. Cette grille de lecture, cette capacité à lire en toi, telle que tu l'évoques ici, Ouais. tu l'as eu assez rapidement. Tu l'as eu à partir de quand? Parce que ce n'est pas donné à tout le monde, justement, d'être en capacité de... Pour te dire, c'est pour ça que c'est très compliqué de revenir sur sa vie. Ouais. En tout cas, moi, parce que j'ai une énorme mémoire. Et comme tu as pu le dire en intro, je suis allé dans plein de sens. Je suis allé partout. Il y a un volet dont on n'a pas du tout parlé. J'ai fait des sports de combat. J'ai fait du MMA. Pareil, à l'époque où le MMA, c'était interdit en France et tout ça, parce que c'est avant les années 2010. Et donc, j'ai fait des compètes de pancrace. C'est comme ça qu'on appelait ça à l'époque, parce qu'on n'avait pas le droit de frapper au sol, mais tu peux quand même frapper, pied, poing, amener au sol, juste pas de coups au sol. Donc, une fois qu'on est au sol, on fait les prises, mais pas de percussion. Et donc, j'ai fait ces compètes-là. Donc, tous les entraînements qui te préparent à la compète, donc qui changent ton mental, qui changent ton image de toi-même, qui changent la confiance que tu places en ta personne, parce que tu prends conscience du danger que tu es capable de représenter, de tout ça. Mais par contre, quand c'est le jour du combat, les enjeux ne sont pas les mêmes, tu vois. Tu peux soit être aligné avec ton identité de guerrier, et donc tu viens pour triompher, ou soit tu joues la sauvegarde. Je ne veux pas perdre, je ne veux pas me prendre un KO, je veux pas... Tu penses à tout ce qui t'effraie. Et il se passe quelque chose de fou. Et c'est dans le sport que j'ai compris ce truc-là. La peur te montre la grande différence qu'il y a entre elle et la colère. La peur te tétanise. Ça m'a tétanisé au point où j'avais envie de dormir, Alec. On m'a dit, ça y est, c'est lui, allez, debout, machin. Je me lève, mais c'est comme si j'avais pas dormi pendant 7 jours. J'avais sommeil. Et je dis à mon coach, mais c'est bizarre, j'ai envie de dormir, là. Tu vois? Et quand je lui dis ça, il y a une part de moi qui espérait qu'ils disent, OK, bah écoute, je vais leur expliquer, et tu vas faire une sieste, et après, peut-être que tu vas combattre. Il m'a mis une tape dans le dos, il m'a dit, t'inquiète, ça va passer. Et moi, je me dis, mais merde, je suis pas prêt, j'ai envie de dormir, je me sens pas, tu vois. Et j'arrive donc face à mon adversaire, et je suis pas dans mon combat. Parce que je me dis, wow, j'ai envie de dormir, qu'est-ce qui va se passer? Faut que je fasse gaffe. Je suis là, j'overthink, je suis pas dans mon match, je suis pas dans mes automatismes. Et parce que je suis attentiste, mon adversaire, eh ben, il avance. Il envoie des jabs, il envoie ses trucs. J'en prends pas, mais je suis pas dans le match. Je suis pas dans le combat, tu vois. Et à un moment, il envoie un uppercut. Et l'uppercut, pour ceux qui ne savent pas, c'est le coup le plus dangereux en percussion au poing. Et il passe devant moi son uppercut. Et je prends conscience d'une chose. S'il me touche, le pire que je redoute va se produire. Donc, soit je me bats, et le risque du pire, bah au moins, je l'aurais contrebalancé avec l'opportunité du meilleur, soit je me bats pas, et j'aurais juste eu l'option du pire. Donc, tu sais quoi? Je donne tout. Moi, mon but maintenant, c'est juste de tout donner. Ça, c'est l'un des shifts qu'il y a eu dans mon esprit, parce que je sais que quoi qu'il se passe, j'apporte une réponse. Tu vois? Les 6 ventes, là, qu'on a écrit, c'était le nouvel uppercut. Tu vois? Ouais. Et j'ai apporté une réponse. Mais en fait, je suis là, je peux. Allez, on y va, on délivre. Et dans chacune, en fait, des étapes de la vie d'un entrepreneur, on a cet uppercut à un moment donné. Et on doit apporter la réponse. On doit apporter la réponse. Et ce qui fait la différence, c'est que certains vont abandonner un petit peu trop tôt. Mais ceux qui ont réussi, c'est juste qu'ils ont continué un petit peu plus que les autres, quoi. Ouais, c'est clairement ça, tu vois. C'est clairement ça. Réussir, c'est juste ne pas abandonner. C'est clairement ça. Maintenant, sur le côté déclic, être capable de dire c'est pas fini, j'apporte ma réponse, il faut changer l'enjeu. Quand tu montes sur un ring, oui, tu montes pour gagner, mais tu ne gagnes pas en mettant l'autre KO. Tu gagnes en prenant le contrôle de ce que tu es capable de faire, en donnant le meilleur de toi-même. Ouais. Si l'autre est meilleur que toi, il est meilleur que toi. J'ai des combats où j'ai perdu, mais j'étais content de perdre, parce que j'ai vu que j'ai tenu tête à quelqu'un qui était nettement supérieur. Dans ses déplacements, dans sa lutte, dans tout. Mais on a fait quasiment armes égales. J'étais heureux, tu vois, de perdre, parce qu'il m'a check.
Il a dit, tu vois, tu dois bosser à ce niveau-là. Si c'est comme ça si c'est ici que tu veux venir et c'est ça que tu veux gagner, bosse à ce niveau-là. Il faut que tu vois mes déplacements là, tu vois mes enchaînements, tu vois mes réflexes. C'est ça que tu dois être capable de faire. Et j'ai bien vu ce qui me manquait. Mais par contre, j'ai su trouver le stamina pour pas fuir et être dedans, tu vois. Et je pense que tout le monde gagne à trouver ce guerrier en lui, tu vois. C'est un des archétypes de Jung que beaucoup de pères de la PNL utilisent, notamment Tony Robbins. Cette connexion au guerrier qu'il y a à l'intérieur de chaque personne. Cette connexion à la version de soi qui est invaincue jusqu'à présent, qui a survécu à tout, qui a réussi à avancer malgré tout, qui a réussi à se relever malgré les échecs, qui a réussi à avancer malgré les abandons, malgré les trahisons, malgré tout ce qu'on a pu vivre. Je veux que tout le monde réalise. Et tu vois, quand je coach quelqu'un, je l'emmène toujours à changer le regard qu'il a sur lui, dire, mais en fait, est-ce que tu réalises que la vie n'a pas eu raison de toi ? Est-ce que tu réalises que tout ce qu'il y avait à gérer, tu l'as géré ? Est-ce que tu réalises qu'il y a tout un tas d'étages où tu étais avant et tu n'y es plus ? Tu vois ? Et ce reality check permet d'accéder à la ressource interne à l'instant T. Et cette ressource interne permet de faire ce qu'on peut faire de génial. Et si on fait quelque chose de génial, on doit être content de l'avoir fait. Tu vois ? Imaginons que quand tu étais sur ce ring et que tu dormais à moitié, et tu as cette uppercut qui passe devant toi, tu as ces deux choix qui s'offrent à toi. Le premier, donc, tout simplement être sur la défensive et avoir l'option de recevoir ce coup et échouer, perdre. Le second, te battre pour avancer. Tu as pris le second choix, du coup, on l'a compris. Imaginons que tu prenais le premier choix, malheureusement. Et là, effectivement, donc, tu vas recevoir des coups, tu vas créer peut-être un traumatisme, ça va créer une blessure qui va rester, imaginons. Et beaucoup de gens, en fait, se laissent un petit peu comme une marionnette, guidés par les blessures du passé, et ne vont pas pouvoir avancer vers l'avenir, un avenir parfois radieux avec plein de potentiel. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui, justement, est sous l'emprise de ces blessures du passé ? Il faut les accepter. Va voir ces blessures, va voir ce qui les a causées, va voir la part de toi qui a fait que tu as réagi comme tu as réagi, et trouve l'intention positive qu'il y avait derrière cette part de toi. Moi, quand je travaille avec les émotions, je dis toujours à tous ceux avec qui je travaille que quand je parle d'émotions, je parle toujours de l'enfant intérieur. Pourquoi ? Parce que les émotions sont nées avec nous. On n'a pas inventé nos émotions, elles étaient déjà là. Tu vois ? J'ai une fille qui est toute petite, elle va avoir 2 ans. Je ne vais pas expliquer ce que c'est la colère. Je ne vais pas expliquer ce que c'est la tristesse. Je ne vais pas expliquer ce que c'est la joie. Elle les manifeste toute seule. C'est déjà en elle. Donc, faut être conscient de ça, conscient du fait que c'est parce qu'on a eu peur de se battre qu'on n'a pas réagi et qu'on est resté tétanisé, qu'on a fait la boule, qu'on a pris tous les coups, et que ça a créé l'expérience qui nous a donné l'illusion d'une identité, d'une personne qui n'est pas capable de se défendre. Tu vas retrouver cette version de toi qui avait peur et qui a dit « Bon, moi, ce que je choisis comme réponse à la peur, tout le monde le connaît, ça, fight, flight, flee, là, tu vois. Soit je me bats, soit je me fige, soit je fuis. Tu as décidé de te figer, mais l'intention de la peur n'était pas de te figer. Quelle intention il y avait derrière la peur ? L'intention était de dire « Il y a de l'enjeu, c'est important. J'ai peur que tu aies mal, alors je vais te protéger. Je vais te protéger, je veux la défense. » Tu vois, c'est comme une équipe de foot qui met 1 milliard de défenseurs, tous devant le goal. Mais le but, c'est pas de pas perdre. C'est pas ça le but du jeu. Donc, on va dans cette peur, on voit l'intention qu'il y avait derrière et on parle à cet enfant. Oui, tu avais peur de prendre un coup. Oui, tu avais peur de prendre un KO. Parce que moi, ce qui m'a fait peur lors de ce premier combat de Pancrace, c'est que j'avais déjà conscience de ce que c'était qu'un KO. J'avais déjà des amis qui avaient pris des KO. Et je peux te dire que si on n'en a jamais pris, on se pose la question. La lumière s'éteint, qu'est-ce qui se passe ? Tu vis quoi ? Et surtout que ton club est avec toi. Les vidéos sont là. C'est un environnement très masculin. Donc, il y a l'après. Donc, il y a tout un tas de raisons où tu te dis, mais il ne faut pas que ça m'arrive, il faut absolument que j'évite le pire. Ouais. Mais on ne peut pas être drivé par l'envie d'éviter le pire. Le meilleur drive, c'est l'envie de vivre le meilleur. Et donc, si on n'est pas capable de trouver l'envie de vivre le meilleur, on doit retourner à l'enfant qui a pris le contrôle lors de la situation où le traumatisme est né, rassurer l'enfant sur le fait qu'on ait les capacités de gérer et qu'on n'est pas là juste pour ne pas perdre, on est là pour gagner. On réinvente même l'histoire, c'est un exercice de PNL, encore un autre exercice de PNL. Tu reviens sur un souvenir et tu changes les modalités du souvenir.
tu changes le moment où, un peu en mode Black Mirror ou en mode jeu vidéo. J'ai fait une partie, j'ai fait ce choix, voilà ce que ça a créé. Faisons une nouvelle partie, faisons l'autre choix, voyons ce que ça crée. Et même si ce n'est pas réellement une histoire que tu vas pouvoir revivre, parce que le passé, c'est le passé, mentalement, le chemin neuronal est créé. Tu vois ? Le chemin neuronal est créé, donc tu es capable de voir l'identité qui serait née si tu avais répondu correctement. Et tu reconnectes avec ton guerrier. Et quand tu reconnectes avec ton guerrier, tout ce qu'il veut, lui, c'est livrer une bataille. Il attend que ça, tu vois. Je suis aussi fan de manga. Je ne sais pas si tu connais Naruto ? Ouais. Tu vois le concept de Kyuubi ? On a tous un Kyuubi en nous. Il est dangereux de ne vivre que par le Kyuubi, parce que c'est l'ego pur, c'est « je vais tout arracher, laissez-moi ». Mais dans des moments où il faut de l'intensité, il faut aller dire à Kyuubi « donne-moi un peu de chakra, s'il te plaît, parce que là, le mur, là, il me résiste ». Et tu prends le chakra et tu l'éclates, le mur. Même plus que nécessaire. Et tu dis « waouh, je suis capable de faire ça ». Ouais, tu es capable de faire ça. Et bien plus encore. Tu vois ? C'est ça que je ferais comme travail avec une personne qui a vécu un traumatisme. On guérit, on connecte avec la force et on se met à matérialiser cette force. On se met à péter des murs. Tu vois ? Je passe du niveau 1 au niveau 2, au niveau 3, au niveau 4. Donc ce passage à l'action. Claire, il faut que tu sois capable, dans beaucoup de séminaires de business sur le mindset et sur la performance, il y a toujours des exercices où on t'emmène à faire quelque chose que tu ne te crois pas capable de faire. Tony Robbins te fait marcher sur les braises. Certains te font taper dans des planches en bois. Tu vois, certaines personnes te font prendre la parole. Allez, viens, c'est toi. Tu montes sur le public et c'est toi qui parles. On te fait toujours faire quelque chose que tu n'es pas capable de faire. Pourquoi ? Parce que c'est en faisant qu'on se transforme. Ouais. Quand tu as fait, ça y est, c'est fini. Tu l'as fait. Hier, j'étais en cohorte justement sur mon nouveau programme d'accompagnement sur l'année Level Up 365 avec une personne qui dit j'osais pas prendre la parole, je sais jamais ce que les gens vont dire, et si j'active le micro, et si je mets ma caméra et tout, du coup, donc je sais pas trop comment me positionner par rapport à ça. Et je me mets devant la caméra, je dis mais acknowledge, tu viens de le faire là, tout le monde te voit, vous pouvez lui dire, vous le voyez s'il vous plaît ? Oui, c'est vrai, tu l'as fait et tout. Tellement il est dans un film où il se dit qu'il n'y arrive pas, que même quand il y arrive, il ne se rend pas compte qu'il y arrive. Donc il faut se servir de cette vision extérieure. Tu vois, le self-consciousness, c'est aussi le moyen de voir ce qu'on fait bien. Il ne faut jamais oublier que dans les yeux d'une personne qui veut être comme nous, on est le héros. Ce que tu fais, c'est admirable pour beaucoup de gens qui te regardent. Toi, tu vois ce que tu ne fais pas encore. Toi, tu vois ce que tu n'es pas encore. Mais ceux qui te regardent, ils disent « Mais putain, c'est un monstre, j'adore, je kiffe. Permettez-moi un jour d'être comme lui. » Tu vois ? Et tout le monde a ce regard qui existe sur sa personne. Tout le monde. Il y a des gens qui te regardent et qui disent « Waouh, je veux être toi. » Et je veux que les gens prennent conscience de ça pour qu'ils puissent, voilà un autre exercice de PNL, s'amuser à changer de point de vue sur qui ils sont et trouver le point de vue qu'ils ont besoin de trouver pour continuer à être alignés avec le plan qu'ils ont établi. Voilà. Tu vois ? C'est là où je voulais en venir, c'est bien que tu en parles, c'est que beaucoup de gens, ils sont dans une démarche où ils veulent aller trop vite et ils se comparent aux autres. Et ce truc de vouloir aller trop vite et se comparer aux autres, trop souvent, fait que tu n'avances pas réellement. Et en plus de ça, tu crées une sorte de frustration interne, consciente ou inconsciente, qui crée un tiraillement et qui fait que tu ne vas pas être heureux dans chacune des actions que tu mets en place. Donc c'est plutôt bien que tu en parles finalement. Comment est-ce que tu mets en place une sorte de routine ou une prise de conscience suffisamment élevée pour éviter de tomber dans cette sorte de schéma et de cycle infernal qui fait que ça va tout sauf te faire avancer ? Moi, j'ai une approche qui vise l'équilibre. J'estime que la comparaison, c'est une mauvaise chose dans certaines situations parce que ça nous empêche de voir ce qu'il y a de bien chez nous, ce qu'on fait bien, ce qu'on a déjà. Voilà. J'ai fait un événement récemment sur l'intelligence financière où j'ai parlé du fait qu'il y a une différence entre être riche et avoir de l'argent. Tu peux avoir tout l'argent du monde, si tu te sens pas riche, tu te sens pas riche. Hein. Les problèmes sont les mêmes. Tu changes de niveau, mais les problèmes sont les mêmes. Si tu gères ton argent d'une certaine manière, qu'on te donne 10 fois plus ou 100 fois plus, tu auras juste le même problème 100 fois plus gros. Tu vois. Donc, il y a une logique dans l'être. Et quand on ne prend pas conscience de ce qu'on a déjà la possibilité et la chance d'être, se comparer, ça ne nous aide pas. Parce qu'on ne vit que sous le prisme de ce qu'on n'est pas. Et du coup, on ne se rend pas compte de tout ce qu'on est. Mais on ne peut pas non plus rester enfermé que sur soi et ne regarder que soi. Parce que dans la comparaison, il y a aussi l'inspiration. Il y a aussi l'inspiration. Tu lis une biographie, l'histoire de l'autre, tu t'identifies.
C'est une sorte de comparaison saine qu'être inspiré. Je veux faire comme Alec. Oh, j'aime bien ce qu'il fait. C'est pas malsain. Tant que c'est reconnu que Alex fait des choses que je ne suis pas encore capable de faire et que je veux apprendre à faire, mais c'est sain, tu vois. Ça m'inspire, ça me drive, Même quand les gens viennent me voir et qu'ils me disent j'ai un problème avec la jalousie, je dis mais en fait, vois l'intention positive derrière ta jalousie. La jalousie te dit juste, tu vois ça, bah tu le veux. Alors intègre-le à ton plan. Ouais. Tu vois. Donc pour moi, il y a un équilibre à trouver et le seul moyen de savoir si c'est bon ou pas, c'est comment est-ce que je me sens après l'avoir fait. Est-ce que quand je me suis comparé à Alex, je me sens bien parce que ça m'a inspiré de voir tout ce qu'il fait, tout ce qu'il met en place, le déclic, les nouveaux plateaux, la quantité et la dimension du boulot. Est-ce que ça m'inspire? Oui. Bah alors c'est très bien que je continue à être inspiré par Alex, c'est génial. Comme ça, je le suis comme le leader qu'il est dans le chemin qu'il a décidé de suivre. Mais par contre, si je me compare à Alex en disant pourquoi il fait ça et moi je le fais pas et tout, bah, je m'empêche d'être qui je dois être. Au lieu de penser à ce que je dois faire, à ce que je peux faire, je pense qu'à Alec. Mais je ne suis pas Alec. Je ne serai jamais Alec. Tu vois? Et c'est là où ça devient déséquilibré. Complètement. Désormais, on va regarder une petite vidéo OK, qui va sûrement te parler, je pense. OK, let's go. Je regarde où? On s'en fout de pas savoir comment on va y arriver. Parfois dans la vie, il faut juste y aller, avancer avec foi, faire sa part. Le reste se met en place. Alors, ça peut te paraître abstrait, ça peut te paraître ésotérique, ça peut même te paraître spirituel. Mais je veux que tu saches que quand tu t'alignes avec ce que tu demandes à l'univers et que tu oses te mettre en danger, que tu oses aller te battre pour ce que tu demandes à l'univers se débrouille pour que tu l'obtiennes. Si. Cette vidéo, elle parle du coup à beaucoup de gens. C'est une vidéo qui fait plus d'1 million de vues sur ton compte Instagram, Ouais. pour ne citer qu'elle. Il y en a beaucoup qui, justement, ont énormément d'impact. Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret d'un moment dans ta vie où, justement, tu appliques ce concept, c'est-à-dire de te référer, justement, à la foi pour y aller, pour avancer, pour atteindre cet objectif? Franchement, je suis dans un rythme maintenant où il n'y a pas de cycle où je ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire que je me mets dans une position où soit je me mets au service de ma vision, j'y crois et je fais tous les efforts pour la concrétiser, soit je jette l'éponge. Ce dont on a parlé tout à l'heure avec le premier webinaire que j'ai fait, c'est vrai à chaque fois. J'ai jamais eu de réussite facile. C'est vrai dans tout ce que j'ai pu faire. Ouais. Et quand j'observe les autres, que ce soit les contemporains, donc voilà, des autres leaders du web comme toi ou comme d'autres personnes, je sais qu'on vit tous la même chose. Quand je lis les biographies, je me rends compte qu'on vit tous la même chose. L'une des vidéos qui m'a rendu populaire et qui m'a donné une certaine autorité dans le contenu inspirationnel que je diffuse sur Internet, c'est une vidéo où je reviens sur la vie d'Abraham Lincoln et je liste, sans dire qui il est, toutes les choses difficiles et les déconvenues qu'il a vécues. Et après, je dis, vous savez quoi, ce mec-là, c'est devenu le président des États-Unis. Il a fait 2 mandats et c'est l'un des présidents les plus emblématiques de l'histoire des États-Unis. Et tout le monde dit, waouh, la vidéo s'appelle Les coulisses de la réussite. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois, réussir, c'est juste ne pas abandonner. Donc, quand tu poses une vision, ne te mens pas quand tu dis, je vais aller au bout. Parce que la vie va t'opposer de la résistance. Et si cette résistance te fait abandonner, tu ne pourras pas dire que c'est à cause de la vie. C'est vrai dans tout ce que je fais, Alec. Dans tout ce que je fais. Même dans la façon dont je gère mes équipes. Même dans le leadership que je veux avoir auprès des gens que je veux voir devenir des leaders. Tu as des gens que tu veux voir grandir, tu contribues à qui ils sont. Tu donnes du temps, tu donnes de ta personne, tu donnes des ressources, tu leur donnes la sécurité, tu donnes tout. Mais tu ne les vois pas devenir qui tu veux qu'ils deviennent à la vitesse à laquelle tu veux qu'ils le deviennent. Complètement. Tu vois? Ouais, si tu as la foi dans cette vision, tu t'arrêtes pas. Ouais. Tu t'arrêtes pas parce qu'en fait, si tu l'as vu, vas-y, crée-le. C'est ta vision, oui ou non? Si tu y crois, tu t'arrêtes pas. La différence entre l'obstination et la persévérance, c'est le résultat final. C'est tout. Si Ray Kroc avait abandonné avant d'avoir fait le takeover sur McDonald's, on aurait juste dit, il était obstiné, heureusement qu'ils ont tenu bon, les frères McDonald's. Mais il a dit, non, mais il n'y a pas un monde où j'abandonne, ça va pas la tête ou quoi? C'est mort, j'abandonnerai pas. Et ça, c'est une des composantes. Et pour moi, il y a de la foi dedans. Pourquoi? Parce que quand tu es
face à la difficulté de ce niveau de ta vie pour aller au niveau supérieur, tu es face à la plus grande difficulté que tu aies jamais connue. Et donc, tu es convaincu que c'est peut-être too much. Sauf que tu es en train de tu es en train d'essayer d'aller à un nouveau niveau. C'est normal que ce soit plus grand que ça n'a jamais été, parce que tu vas devenir plus grand que que tu n'as jamais été. Donc, cette logique-là, réellement, je l'applique à tout, tu vois. Si je dois... quand je coach une personne et que je suis face à une difficulté complexe, parce que dans la façon dont... J'ai eu l'épisode récemment. Une personne est venue me voir et m'a dit, voilà, mon problème à moi, c'est que ça marche pas sur moi, tout ça. Je m'aime pas. Les gens ne m'aiment pas. J'arrive pas à me pardonner. Donc je suis là, mais je sais que ça marchera pas. Et je commence à bosser avec lui. 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Et c'était un événement de groupe. Et il est complètement coincé dans ce narratif. Sauf que, en même temps, je le lis, en même temps, je l'écoute, et je me rends compte que ce qu'il est en train de faire, c'est me challenger. Dire, j'ai pas envie d'y croire et que ça foire encore. Je ferai pas un pas de plus. Si tu es vraiment quelqu'un de sérieux et que tu me dis que ça va changer, à toi de te débrouiller pour que je vois que ça va changer. Et j'ai littéralement changé mon approche. Tu sais ce que j'ai fait? Je suis allé vers lui, j'ai mis ma main sur son cœur, je l'ai regardé dans les yeux, j'ai dit, tu sais quoi, mec? Moi, je t'aime. Il a voulu fuir du regard. J'ai dit, non, regarde-moi, mec. Moi, je t'aime. Et après, je l'ai pris dans mes bras. Je l'ai serré. Il a eu une petite larme. Il dit, non, mais tu dis ça parce que... Je dis, non, regarde, tu réagis à ça. Tu réagis à ça. Tu vois? Pourquoi est-ce que je t'aime? Parce que tu n'as pas besoin d'être autre chose que ce que tu es pour être digne d'amour. Clac! Tu vois? Mais dans ma tête, qu'est-ce qui se passait? Oh, purée! C'est un événement. C'est en public. Ah! Ça devient difficile. Est-ce que j'arrête? Ça fait 5 minutes. Ça fait 10 minutes. Ça fait 15 minutes. Tu veux aller à ce niveau de coaching, là? Tu veux te mettre dans des positions où tu dis, je vais faire venir une personne dont je ne connais pas l'histoire et je vais faire une intervention devant tout le monde et je vais réussir à aller au bout? Eh ben, tu dois délivrer. Délivre. J'ai délivré. J'avais pas le choix. Et ça a servi à tout le monde. Ça a servi à tout le monde. Derrière, après, d'autres sont venus lui donner. D'autres sont venus lui apporter. Et c'est pour ça que je te dis, il y a une logique de se mettre dans la fosse au lion et ne pas avoir d'autre choix que réussir. Il y a une logique de nécessité. Et pour moi, dans cette approche-là, les possibilités qu'on a, c'est plus les mêmes. Complètement, ouais. Merci pour cet exemple. Et tout à l'heure également, tu prenais un exemple très clair en faisant le parallèle entre la persévérance et l'obstination. Je vais me permettre de faire un autre parallèle, notamment dans le développement personnel où on pousse les gens à passer à l'action et à les motiver. Tu disais tout à l'heure, je ne vais pas taper dans mes mains, etc. Et tu vois, des fois, on le voit dans des séminaires de développement personnel et autres. La différence aussi est fine, la ligne est très fine entre parfois le passage à l'action réfléchi et la manière impulsive d'agir sans forcément réfléchir justement. Comment est-ce qu'on trouve ce juste milieu? Comment est-ce qu'on fait pour justement modérer sa capacité à pouvoir passer à l'action une fois qu'on a cette énergie, une fois qu'on a cette envie? J'imagine que beaucoup de gens qui nous écoutent là depuis 30 minutes, 1 heure, 1h30, etc., effectivement, ils ont une vraie leçon de développement personnel au sens large du terme. Ils repartent peut-être boostés, ils le sont très certainement et je le souhaite. Mais il y a plusieurs choses. Déjà, il faut réfléchir à la typologie d'action que tu vas mettre en place, le niveau d'intensité que tu vas mettre et surtout comprendre que ce qui va compter, ce n'est pas de le faire maintenant, mais c'est de le faire tout le temps. Exactement. Et de continuer. Exactement. Bah, t'as répondu. T'as répondu. Moi, ce que je peux ajouter, c'est une approche un peu basée sur une des nouvelles tendances de l'accompagnement à la performance, les neurosciences. C'est-à-dire, quand tu regardes le cerveau, il y a 2 hémisphères dans le cerveau. Il y a un hémisphère qui est créatif, musique, tout ça, vision, foi. Et il y a un hémisphère qui est beaucoup plus structuré, mathématiques, calcul et tout ça. Ce dont je parle dans la vidéo qu'on a vue, c'est l'hémisphère droit, l'hémisphère de la foi. Crée-le par l'esprit, aligne-toi avec, tu verras que ça va venir. Mais comme tu le dis, sans plan, ce qu'on construit, c'est peut-être pas la meilleure chose. Tu vois? Je vais pas faire une fusée par l'esprit sans me poser sur les plans.
sans comprendre l'aérodynamique, l'aérospatiale et tout ça. Plus le projet qu'on a ou la vision qu'on a est rare et complexe, plus le plan doit être précis. Et j'ai une approche d'ailleurs qui est très basée sur la dynamique de répétition, d'habitude et de discipline. C'est qu'en réalité, une fois qu'on a identifié quelle est la vision qu'on a, dans quoi on veut, dans quoi on se projette et ce qu'on veut réaliser et tout ça, ce qu'on a comme devoir, c'est créer le plan le plus précis possible et le plus simple possible à appliquer sur la base de là où on est pour aller là où on veut aller. Une personne qui est à saison 1, épisode 1, tu lui donnes pas le plan qui commence à saison 4, épisode 2. Hein. Il y a un trou entre les deux, il va pas y arriver. Donc il faut un plan qui tient compte de là où on est. Parce qu'un plan, c'est ça. Point de départ, du moins un plan ou une carte, voilà. Pour aller du point de départ au point d'arrivée, il faut tenir compte du rythme, des cycles, des ressources et tout ça. Mais c'est 2 hémisphères du cerveau, tu vois. Complètement. Le plan qu'on fait sans avoir sollicité l'hémisphère créatif, c'est un plan qui est petit. Par contre, quand on sollicite l'hémisphère créatif, on fait un plan qui est vraiment gigantesque, un plan qui est vraiment à la hauteur d'une vie où on peut se dire, ouais, quand j'arriverai à mon 80e été, je serai content, tu vois. Je serais content parce que dans mon plan, j'aurais vécu ça, j'aurais vécu ça. Tu vois, on parlait tout à l'heure de la notion de trouver des CEO quand on a une structure qui ne cesse de grandir, parce qu'on veut le life balance le plus idéal dans ce qu'on a comme impact, là où on a l'impact, mais également qu'on a des velléités de continuer à grandir et contribuer d'une autre manière. Donc, il faut un plan qui se dit, bon, bah, à un moment, ça, tu vas arrêter de le faire. Au bout de ce cycle-là, tu fais plus ça. C'est quelque chose qui me parle, parce que moi j'ai une approche extrêmement pragmatique et cartésienne des choses. J'accompagne à la performance surtout sur la partie plan, structure. Et j'ai envie de rebondir sur un sujet lié au développement personnel. À chaque fois que j'aborde ce sujet, je ne me fais pas des amis. C'est que moi j'ai constaté quelque chose sur ces dernières années, en particulier sur le marché français, mais j'imagine que c'est à l'international. Tu as notamment travaillé avec Tony Robbins, tu pourras donc, j'imagine aussi en témoigner. C'est que souvent, dans le développement personnel, on a une typologie de personnes. Ce n'est pas de la faute des acteurs du développement de personnel directement, mais j'arrive pas à comprendre quelque chose et j'aimerais bien qu'on puisse en parler à celles et ceux qui nous écoutent. C'est qu'ils vont consommer énormément de séminaires, de développement personnel, etc., se motiver, avoir ce pic de dopamine et de se dire « je suis en train de changer, je suis en train d'évoluer », mais finalement, ils vont rien faire derrière. Et l'année suivante, ils vont refaire le séminaire. L'année d'après, ils vont refaire le séminaire. 2 ans plus tard, ils vont relire le même bouquin. Et à chaque fois, ils vont se dire « Ah ouais, ça, je l'ai compris comme ça maintenant et je vais devoir passer à l'action. » Moi, ma grande question, c'est quelle serait la chose ou les choses que l'on pourrait dire potentiellement à une personne qui se reconnaît dans ce schéma que je viens d'évoquer, qui année après année réécoute les mêmes choses et refait les mêmes schémas, les mêmes suivis, les mêmes actions, sans pour autant avoir les résultats, pour qu'elle puisse peut-être se remettre en question et commencer à vraiment entreprendre, pas après pas, un chemin vers le changement. Ajoute l'action à ton équation. C'est aussi simple que ça. Et les bons événements, les bons coachs, les bons séminaires le disent toujours. La seule chose qui crée du résultat, c'est l'action. On peut apprendre tout ce qu'on veut, lire tout ce qu'on veut. Si tu n'agis pas, il n'y aura pas de nouveaux résultats. Tu auras plus de connaissances et tu vas devenir peut-être même un boulimique de la connaissance. On en a plein. On est à une période où maintenant le développement personnel, c'est devenu l'un des moteurs de tout ce qui est pour produits culturels. Tu vois, les infoproduits, c'est beaucoup de développement personnel. Les bouquins, c'est beaucoup ça. C'est vraiment un moteur. Donc oui, c'est que les gens consomment. Mais l'action, c'est la seule chose. Moi, j'ai des gens avec qui j'ai travaillé, que j'ai accompagné à la performance, qui n'ont jamais lu. Ils n'ont jamais lu. Par contre, ils ont toujours agi. Et ils sont capables de me dire des choses que j'ai lues. Parce que l'expérience t'emmène à comprendre des choses. Tu sais, quand tu vis l'histoire de l'Hypercute, ça te change. Réellement, dans ma tête, j'ai distinctement entendu la voix de mon guerrier qui m'a dit « Oh, il veut ta peau, le mec. Lui, en fait, il veut ta peau. » Et boum, je me suis mis dans le combat. Tu vois? Mais s'il n'avait pas fait ça, j'étais là dans mon sommeil, dans mon... Quand la nécessité vient devant nous, ça y est.
Tu vois, la motivation, des fois, on la trouve, des fois, elle nous trouve. S'il n'y a pas de changement, s'il n'y a pas d'action, c'est qu'il n'y a peut-être pas de nécessité. Agissez. C'est le seul moyen de dire, OK, j'ai créé de nouveaux résultats, j'ai vu que je pouvais, OK. Et dans un bon plan, je sais que tu le mets en place forcément, si tu aides les gens à créer de la structure, il faut des actions, parce qu'il faut des résultats. Complètement. Et tu vois, tu as une deadline, tu vois, dans les grosses boîtes, maintenant, on voit qu'il y a des deliverability managers et tout ça, pour dire, en fait, on n'a pas le temps de ta procrastination magique où tu veux faire tous les ajustements du monde. À telle date, il faut que tu livres la version bêta. Point. Tu vois, à mi-chemin du projet, on va te demander où la version avant bêta, parce qu'il faut absolument que tu livres à la date. Et c'est aussi quelque chose que les gens doivent intégrer quand ils veulent progresser. On se téléporte pas, en fait. C'est un escalier. Le succès, c'est un escalier. On passe d'un étage à un autre étage, à un autre étage, à un autre étage. Il n'y a pas d'ascenseur, il n'y a pas de téléportation. Et d'ailleurs, ce serait la pire des choses. Tu vois, c'est pour ça que beaucoup parlent de l'identité qu'on a quand, par exemple, on prend l'exemple d'une personne qui gagne au loto, mais qui a gardé l'identité d'une personne qui ne sait pas gérer cette quantité d'argent. Bah, tu lui as donné une quantité énorme d'argent dans un seau troué. Tu vois, une quantité énorme d'eau dans un seau troué ou dans une passoire. Tout va fuir. Il y a des gens à qui on donne des ressources, des profils super compétents, des créatifs, des machins, mais ils n'ont pas développé l'identité de la personne qui pense pour une équipe. Ben, ils ne les tiennent pas, leurs ressources. Et elles s'en vont. Tu vois ? Ouais. Comme un entrepreneur qui n'a pas la capacité à résoudre certains types de problèmes parce qu'il n'a pas l'identité. Voilà, tu n'as pas changé ce truc-là. Donc, à un moment, il faut comprendre que il y a une nécessité dans l'action, mais il y a aussi une nécessité de l'action. Parce que l'action, c'est une part de l'expérience. C'est même le seul moyen d'avoir de l'expérience. Tu vois, la théorie, c'est la théorie. Tu pourrais lire sur l'amour ou tu pourrais lire sur l'éducation d'un enfant. Tant que tu n'es pas dans la situation, je ne comprends pas. Et avec toutes ces années de création de contenu, d'accompagnement, est-ce qu'il y a un truc, un biais que tu as identifié qui empêche justement les gens de passer à l'étage suivant en général ? Ouais, j'en ai un. Après, j'en ai un et c'est celui que j'ai en tête maintenant parce que c'est celui qui m'a fait faire pas mal de gros changements dans ma façon d'être et de faire ce que je fais, même récemment en 2023. C'est l'approche de la persona. Persona qui est un terme très connu en psychanalyse, vulgarisé par Jung. C'est la logique du masque, tu vois. Le développement personnel, c'est une autre facette de la réussite. Et donc, il y a des apparats qui sont plus subtilement dissimulés. Et ça a créé une sorte de tendance à vouloir paraître heureux, bien, motivé, pas de problème et tout ça, dans le but d'avoir ce statut d'une personne qui a craqué le code du dev perso. Et ce que ça crée, en fait, ça, c'est que on se cache un petit peu mieux derrière sa persona et on se cache même de soi parce qu'on se ment à soi sur certaines choses. Tu vois, dans ma présentation, tu as dit « entrepreneur depuis 2010 ». Concrètement, j'ai plus été un hustler depuis 2010. J'ai plus eu le stamina à chaque fois depuis 2010. Mais un entrepreneur résout véritablement des problèmes, structure réellement des choses. Et en vrai, j'ai le statut d'entrepreneur depuis 2010. Mais l'entrepreneur tel que je le définis, je ne suis pas depuis 2010, c'est récent, c'est maintenant que je suis en train d'ajuster des choses et de structurer d'une certaine manière. C'est maintenant que je comprends l'importance des process, de vouloir que les gens autour de toi deviennent des leaders. C'est maintenant que je le comprends. Avant, je me mentais. Avant, je me mentais parce que les gens autour de toi sont des miroirs et t'aident parfois à poser sur toi un regard qui te plaît. Si tu n'es pas capable de voir ça, tu t'empêches d'être ce que tu peux être. Tu t'empêches d'avoir autour de toi les gens que tu peux avoir autour de toi. Tu t'empêches de faire ce que tu peux faire. Et pour moi, la véritable tendance, pour répondre à la question de façon synthétique, c'est les mensonges inconscients, tu vois. Et ils sont bien cachés. La plupart des gens diront non. Tu vois, quand j'ai commencé à accompagner à la performance des dirigeants ou des sportifs, je venais beaucoup avec les pieds dans le plat. Tu vois, je disais, voilà, alors au niveau de ta confiance en toi, t'en es où ?
tout de suite, une personne qui a une identité de performeur te dit « Ah non, mais ce sujet, c'est pas la peine. Ça va, j'ai confiance, tout va bien. Je doute pas, j'ai pas de problème là-dessus. » Pourquoi ? Parce que je suis pas à l'aise avec le fait de concevoir une version de moi qui n'a pas confiance en elle. Tu vois ? Récemment, j'ai fait une vidéo sur Thierry Henry qui se livre et qui s'ouvre sur la réalité que ça a été d'être la sommité du foot qu'il est. Et maintenant que la carrière est finie, il dit « Bon, en vérité, j'étais pas si confiant que ça. J'étais performant parce que je ne m'autorisais pas à être autre chose. Je pleurais, j'ai vécu des dépressions et tout ça, tout ça. » Et c'est là où je me dis « Bah, merci. Merci parce que énormément d'entrepreneurs se sentent seuls parce qu'il y a peu de gens autour d'eux qui peuvent les comprendre et du coup, ils ne partagent pas cette vérité. T'es pas seul, mec. C'est important de le dire, t'es pas seul, on a tous mal, on a tous peur, on a tous nos doutes, on a tous nos challenges et on a tous les réponses qu'on est capable d'apporter. Tu vois, nos émotions ne nous rendent pas faibles, elles nous rendent humains et le fait d'être humain nous permet de mieux faire ce qu'on est censé faire. C'est pour ça que je dis, je mets le mien au centre de tout, j'ai pas prévu de changer ça. Tu évoquais il y a quelques instants justement cette sorte de masque que tu t'étais mis avec ce statut d'entrepreneur et cette perception que ça fait seulement quelques temps que maintenant tu structures, etc. Pour mettre encore plus de valeur sur ce que tu viens de dire et qui, pour moi, en a énormément, selon toi, à quel point ça t'a peut-être ralenti dans ta quête de progrès, d'avancée, d'évolution et d'impact pour pouvoir aller chercher encore plus de résultats ? C'est que, comme m'a dit Jim Rohn, quand tu es motivé, c'est bien, tu peux motiver quelqu'un, mais si tu motives quelqu'un qui n'a pas de plan, tu motives juste quelqu'un à être le diable de Tasmanie, quoi. Il se balade partout, il fait plein de choses. Lui, carrément, il dit, si tu motives un idiot, tu as juste un idiot motivé. Tu vois, il va plus loin dans son approche. Et en réalité, moi, c'est cette part gauche de mon cerveau que j'ai laissée de côté. Pourtant, je l'ai. J'ai un esprit de matheux. J'ai un esprit de matheux, j'ai eu un bac scientifique, j'adore les maths, j'ai tendance à optimiser dès que je peux prendre le temps d'optimiser. Je suis très à l'aise avec les calculs et tout ça, donc je sais structurer, mais j'étais tellement dans l'énergie, la vision et la création, le côté artistique, que je me suis pas rendu compte qu'il y a un ordre dans lequel on fait les choses. Alors, c'est un mal pour un bien, parce que la position dans laquelle je suis, énormément d'entrepreneurs structurés rêveraient d'y être. Parce que j'ai réellement une marque très forte, tu vois. J'ai une marque très forte. Récemment, j'ai pris un nouveau média buyer. On a fait un call où pendant 30 minutes, il m'a dit « J'ai jamais vu des chiffres pareils. » Toi, des gens, dès qu'ils voient, ils cliquent. C'est incroyable, j'ai jamais vu. Je dis « Parce que j'ai construit une marque et j'ai créé une dette avec mon audience suffisamment grande pour que il y ait une confiance, tu vois. Je dirais pas que je suis Apple parce qu'il y a quand même une éducation de l'audience et une réalité au niveau des échelles de budget et du profil du prospect et tout ça. Mais c'est un mal pour un bien, tu vois. Quand je dis j'essaierai pas d'être bon, j'essaierai d'être moi, ça fait partie de mon histoire. J'ai fait les choses dans un autre ordre. Ouais. Mais c'est mon histoire. Donc maintenant, la problématique que j'ai, c'est structurer tout ça. Et donc trouver les personnes qui correspondent à ce dont j'ai besoin pour tous les pôles, y compris les pôles où je vais devoir expliquer à d'excellents CEO la réalité de notre positionnement business. Et donc, ouais, ça aurait été intéressant de mettre la structure en place avant. Mais comme je te l'ai dit, quand j'ai raconté l'histoire, tu as vu, j'ai commencé cette histoire de leader du web simplement drivé par le besoin de contribuer. Ouais. Je ne suis pas venu en me disant « ça va être le shift business que je vais faire ». Je suis juste venu en mode « le monde a besoin de ça, ok ? Tenez ». Et ça s'est fait. Et je me dis « bon, ok, maintenant c'est énorme, il va falloir structurer tout ça ». Complètement, et justement c'est énorme parce que c'est parti, je pense aussi d'une vraie intention d'impacter. En plus de ça, il y a eu un excellent timing. En plus de ça, il y a ta personnalité. Il y a plein de choses qui font qu'il y a des éléments qui font du sens. Aujourd'hui, on voit beaucoup d'experts sur les réseaux qui surfent aussi sur cette mode et cette création de contenu. Loin de moi l'idée de vouloir porter un jugement. Je pense que tout le monde a sa place dans un tel marché. Beaucoup de gens ont besoin d'un message, et un message qui va être véhiculé par toi pourrait être perçu comme ça, un message qui sera véhiculé par moi pourrait être perçu comme ça. Et c'est OK. La question sous-jacente à ça, c'est
Comment on fait lorsque l'on est en train de se balader sur les réseaux sociaux ou autres pour réussir à faire la part des choses quant au message qui est véhiculé et par qui il est véhiculé pour ne pas se faire biaiser et potentiellement erroner sa grille de lecture parce que quand tu coaches quelqu'un, que ce soit au travers d'un contrat et que c'est un client ou que ce soit au travers des réseaux sociaux, on a quand même une vraie responsabilité sur la vie des gens, sur leurs décisions, etc. Et ça peut avoir un réel impact dans leur vie personnelle comme professionnelle. Donc c'est important, au même titre qu'on va prendre du temps et de l'énergie pour savoir quel livre on va lire, de savoir identifier quels sont les bons conseils et les moins bons conseils. Dans ton cas, quel serait le conseil que tu partagerais à celles et ceux qui se baladent sur Internet et qui auraient besoin d'avoir plus de clarté sur ça? Monitoring. Le monitoring. Regarde le feedback. Qu'est-ce que ça te fait d'avoir travaillé avec ce coach? Qu'est-ce que ça te fait d'avoir lu ce bouquin? Qu'est-ce que ça te fait d'avoir suivi ce programme? Ça te change? Est-ce que tu aimes qui tu es devenu? Est-ce que tu aimes qui tu deviens? Ok, alors on continue. Si tu vois qu'il ne se passe pas grand-chose ou que tu ne te sens pas aligné au niveau des valeurs de X ou de Y, bon, bah réajuste. Avant de trouver, il faut chercher. Hein. Tu vois? Donc, ce que je dirais, c'est ça. Soyez attentifs au feedback et revenez aux éléments essentiels. La plupart des coachs mettent en avant l'importance de tout ce qu'ils ont pu lire. La plupart des coachs te parlent toujours de livres dans lesquels, il y a eu ce livre-ci, il y a eu ce mentor qui m'a raconté ce truc. Bah, va lire les bouquins. C'est un très bon début, déjà. Sudei, j'ai adoré cet échange, cette moi aussi. discussion. Il y a eu énormément de sujets abordés, énormément de valeurs délivrées. Merci pour ça. Si vous avez apprécié cet épisode autant que j'ai eu de plaisir à l'animer, faites-le nous savoir, comme à chaque fois, en mettant un commentaire sous la vidéo, en partageant cette vidéo ou cet épisode audio à celles et ceux qui doivent le voir ou l'écouter. Également, mettez 5 étoiles sur Apple Podcast, votre plateforme de streaming préférée. C'est important, l'appel à l'action, justement. Mais avant ça, Sudei, j'ai une dernière question pour toi. Question que je pose à chacun de nos invités. Est-ce que tu peux nous partager un déclic, le déclic que tu n'as pas encore partagé ici dans le cadre de cet épisode, que potentiellement tu n'as jamais partagé dans aucune interview, qui a littéralement créé une transformation identitaire, un vrai switch identitaire pour le coup, dans ta vie, que ce soit une simple phrase, une citation, une situation, quelque chose de positif ou moins positif, peu importe, mais tu as carte blanche pour le mot de la fin. C'est un gros cadeau que je vous fais, hein, parce que j'aime les règles. Donc, j'ai entendu toutes les contraintes et je me suis dit, donc là, il faut que je dise un truc que j'ai jamais dit nulle part et qui a créé un déclic. C'est une discussion que j'ai eue avec mon père par rapport à une vision que j'ai, dans laquelle je me projette et qui est grande. C'est-à-dire que je suis à plusieurs niveaux en dessous de ce que je visualise. Et il y a donc forcément une énorme peur par rapport à ça. Et mon père, qui a bientôt 80 ans, qui a donc énormément de bouteilles, hein, j'espère que tout le monde pourra vivre autant et voire même plus, m'a dit, tu sais, on ne fait pas ce qu'on fait parce qu'on a peur, on fait ce qu'on fait parce qu'il y a un rêve qui nous pousse à le faire. Et ça a été un gros déclic dans ma façon d'aborder les choses. J'ai même, je pense, pas directement dit ça, mais dans la façon dont j'ai distillé les informations aujourd'hui, j'ai dit qu'on doit être porté par la vision positive qu'il y a dans l'avenir incertain. Parce que l'inconnu, ça peut faire peur, mais ça fait aussi rêver. Tu vois, 2024 qui commence, on diffusait quand? 2024? Ouais, dans 3-4 mois. Ouais. Voilà. Donc 2024 qui est bien amorcé, 2025 qui pointe le bout de son nez. C'est l'inconnu, mais c'est aussi potentiellement la meilleure année de toute la vie de l'individu, de toute la vie du business, de toute la vie de la relation. Donc, autant se projeter dans ce qu'on veut, parce que là-dedans, il y a un feu. Merci, Sudei. Avec grand plaisir. C'était super.